Voilà, bonjour à tous. Il est 17h02, heure de Suisse et de France. Euh, je vous souhaite la bienvenue à ce troisième module Afranum. Je m'appelle Gilles Mandler, je suis infectiologue à Berne, en Suisse, et secrétaire général de l'Afravi. Le programme de l'Afranum 2021 a débuté avec deux modules Covid qui ont eu lieu en avril et en mai, et que vous pouvez bien sûr revoir en ligne sur le site de l'Afravi. Le programme complet ainsi que d'autres informations importantes, notamment celles concernant les inscriptions, sont également disponibles sur le site de l'Afravi. Je m'excuse d'avance pour les quelques bruits de tonnerre que vous pourrez entendre dans mon écouteur, forts orages en Suisse. Le module d'aujourd'hui sera consacré aux infections sexuellement transmissibles et sera modéré par Charles Cazenave et moi-même. Il y aura en tout trois présentations d'une vingtaine de minutes, suivies de séances de questions et réponses. Vous, les participants, ne pourrez pas intervenir oralement, mais vous pourrez poser vos questions dans l'onglet Q et R. Donc, pas le chat, c'est donc l'onglet Q et R au bas de votre écran qui fera office d'endroit où vous pouvez poser vos questions. Les modérateurs et les intervenants se chargeront de lire les questions posées par écrit et d'y répondre après chacune des présentations. Avant chacune des interventions, vous pourrez également participer à un petit sondage, donc 3 questions par thématique auxquelles vous pourrez répondre en direct dans un onglet qui se trouvera sur votre écran. Les réponses à ces questions seront ensuite discutées durant les interventions. Au nom de l'Afravi, je vous remercie pour votre confiance et votre participation à ce troisième module et vous encourage bien sûr à remplir notre questionnaire de satisfaction qui nous permettra d'améliorer cette plateforme de formation. Sans plus tarder, je vous invite à plonger avec nous dans la session de ce jour consacrée aux IST et je vais donc présenter notre premier orateur, Didier Ekwevi. Didier est médecin épidémiologiste, il est maître de conférence agrégé de santé publique et chef du département de santé publique à l'université de Lomé au Togo. Il est également chargé de recherche à l'INSERM et co-préside l'action coordonnée de santé publique à l'ANRS. Il travaille depuis une vingtaine d'années sur l'épidémiologie de l'infection VIH et notamment sur la prévention de la transmission VIH de la mère à l'enfant. Ces dernières années, il a surtout consacré sa recherche et son temps aux populations clés, notamment les travailleurs du sexe et les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Et donc, ses autres intérêts scientifiques portent sur la question de la santé publique et sur la recherche opérationnelle sur les programmes de VIH dans les pays à ressources limitées. Didier, je te passe donc la parole. Le titre de la présentation, c'est donc le paysage épidémiologique des IST dans le Sud. Je te laisse la parole, Didier, et on va directement pouvoir lancer le premier sondage. D'accord, merci beaucoup, Gilles, pour cette introduction et pour cette présentation. Donc, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le sondage. Est-ce que le sondage, donc, et la première question, c'est de savoir si une infection sexuellement transmissible est une maladie sexuellement transmissible. Est-ce qu'elle est toujours symptomatique? Est-ce qu'elle est asymptomatique? La deuxième question, c'est de savoir parmi ces affections que je vais citer, lesquelles sont des infections sexuellement transmissibles. Donc, nous avons proposé les infections à VIH, les infections à hépatite B, les infections à hépatite C, les infections à gonocoque et enfin une infection à chlamydia trachomatis. Dernière question, est-ce que la prévalence des IST, est-ce qu'elle est plus élevée selon vous en Afrique? Deuxièmement, en Asie du Sud-Est. Troisièmement, chez les personnes vivant avec le VIH. Quatrièmement, aux États-Unis. Cinquièmement, en Europe. Donc voilà à peu près les 3 questions. Donc vous avez quelques minutes pour pouvoir répondre à ces 3 questions. Allez-y. On va attendre encore quelques secondes.
pense qu'on peut maintenant clôturer les sondages et puis voir les réponses. Et donc, la première, est-ce qu'une infection sexuellement transmissible? Pour certains, pour 79%, c'est une maladie sexuellement transmissible. Donc, on en reparlera tout à l'heure dans le cours. Et pour 21%, c'est toujours symptomatique. Aussi, ça sera une réponse dans le cours. Donc, le VIH, c'est bon. 100% des gens considèrent que c'est une infection sexuellement transmissible. On a un petit doute pour l'hépatite B, l'hépatite C, seulement 25% considèrent que c'est une IST. Bon, pour chlamydia et trichomonas, bon, on a des réponses au-delà de 92. Et voilà, enfin, 92% de réponses pour l'Afrique, d'accord, et l'Asie, etc. Donc, OK. Donc, on peut fermer le sondage. Je pense que je vais faire ma présentation. Je vais maintenant partager l'écran. Et donc, je vais vous parler du visage épidémiologique des IST dans les pays du Sud. J'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc, en introduction, ce que je voulais vous dire, que les maladies vénériennes existent depuis l'Antiquité. Étymologiquement, c'est Vénus. Et depuis les années 90, on parle de maladies sexuellement transmissibles, c'est-à-dire les maladies qui sont transmises par voie sexuelle. Et depuis 1999, l'Organisation mondiale de la santé a plutôt utilisé le vocal de infection sexuellement transmissible, IST, pour pouvoir prendre en compte des infections asymptomatiques. Donc, par rapport au sondage tout à l'heure, donc lorsqu'on parle d'infection sexuellement transmissible, il y a bien entendu les formes symptomatiques et les formes asymptomatiques. Ce qu'il faut noter, c'est que depuis le début de l'infection à VIH-Sida, donc les infections sexuellement transmissibles ont connu un regain d'intérêt, car c'est devenu donc un cofacteur de l'infection à VIH, et on verra tout à l'heure que la prévalence des infections à VIH sont beaucoup plus développées, sont beaucoup plus élevées chez les sujets infectés par le VIH, et qu'une prise en charge adéquate des IST permet donc une réduction du risque d'infection par le VIH. Ce que vous devez savoir, c'est que dans la majorité des cas, les IST sont asymptomatiques. Et c'était tout à l'heure une question que nous avons posée dans le quiz, ou sont symptomatiques, et vous le verrez tout à l'heure. Et donc, avec soit un syndrome d'écoulement urétral chez l'homme, une perte vaginale chez la femme, nous pouvons avoir également des ulcérations génitales et ou bien des douleurs abdominopelviennes. Donc, ce qu'il faut retenir, donc le terme qui est le plus utilisé maintenant, c'est les infections sexuellement transmissibles qui peuvent être à la fois asymptomatiques et symptomatiques. Comment définit-on alors les infections sexuellement transmissibles? L'infection sexuellement transmissible est une infection contagieuse de causes multiples liées entre elles par le mode de transmission qui sont les rapports sexuels. Et là, on reviendra tout à l'heure sur le fait quand on disait que les hépatites B sont des infections sexuellement transmissibles et que l'hépatite C, on a eu une grosse discussion même entre nos panélistes et on n'était pas tout à fait d'accord puisque ça peut survenir au cours des rapports sexuels, bien démontré chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes, moins démontré chez les travailleuses du sexe ou bien au cours des rapports vaginaux. Donc, cette discussion continuera, bien entendu, avec votre participation. Donc, c'est une maladie infectieuse, donc essentiellement par voie sexuelle, même si des cas rares ont été décrits avec la transmission de la mère à l'enfant ou bien par utilisation dangereuse non stérile d'aiguilles et de seringues. Donc, c'est plus de 30 agents pathogènes qui sont responsables des maladies sexuellement transmissibles. Ça peut être des bactéries, ça peut être des virus, ça peut être des champignons et des parasitaires. Tout à l'heure, lorsqu'on parlait des infections à Trichomonas vaginalis, c'est une infection parasitaire qui est une IST qui est vraiment fréquente en Afrique. Dans le monde, dans la population générale, ce qu'il faut noter, c'est que nous avons environ 1 million, je dis bien 1 million de nouvelles contaminations chaque jour, donc ce qui fait un total de 357 millions de contaminations par an. Et donc les trichomonas tout à l'heure, donc trichomonas vaginalis, c'est 143 millions, donc tout à fait c'est une IST. Les chlamydios, 131 millions, les gonorrhées, 78 millions, la syphilis un peu moins, on verra tout à l'heure la prévalence des infections à syphilis, 5,6 millions. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a d'autres infections sexuellement transmissibles, notamment les HPV et les infections à Herpes simplex virus 2. Cette diapositive vous montre un peu la répartition géographique, comme vous pouvez le voir tout à l'heure. C'est en Afrique que nous avons
86 millions, mais on a beaucoup plus de cas aussi en Asie du Sud-Est, avec 108 millions de cas d'infection à DST, en Afrique 86 millions, et nous voyons effectivement qu'un peu moins en Europe avec 23 millions, et c'est ce qu'il faut retenir, que ces infections sont prédominantes essentiellement en Afrique, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Donc, on a très peu de données dans la population générale, surtout dans le contexte des pays du Sud, en dehors du VIH. Et quelques données sont maintenant disponibles au sein des populations clés. Et ces données sont très variables au sein de ces populations, c'est-à-dire chez les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes ou bien chez les travailleurs du sexe. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a une grande variabilité. Donc, il n'y a pas vraiment de chiffres. Ces chiffres diffèrent en fonction des populations. C'est pour cela que je vous proposerai de vous présenter les données épidémiologiques en fonction de l'approche population. Donc, on va voyager d'abord en allant chez les femmes. Chez les femmes, donc, cette méta-analyse vous montre d'abord des données sur chlamydia trachomatis, qui est une infection sexuellement transmissible. Le premier message que je voulais faire passer sur les données en Afrique subsaharienne, c'est que vous allez voir que dans la majorité des pays d'Afrique subsaharienne, on n'a pas de données sur les chlamydia trachomatis, c'est les femmes en âge de procréer. Ça, c'est ce qui est représenté en blanc. Et on a en Afrique de l'Ouest que des données dans 4 pays avec une prévalence qui est de l'ordre de 7,4%. Des données en Afrique du Sud, donc à 5,9%. Et finalement, on a quelques données aussi dans de ce que je peux appeler en Afrique centrale de l'ordre de 7,2%. Ensuite, on va maintenant voir Neisseria gonorrhée également, où c'est une méta-analyse qui présente des données africaines. Mais ce qu'il faut noter sur cette méta-analyse, donc ce que vous regardez, donc les 3 colonnes qui sont encadrées, où vous avez la population qui est étudiée, la taille de la population, en fait la prévalence. Et en termes de prévalence, vous voyez que cette prévalence varie de 0,4% lorsqu'on est chez les femmes en âge de procréer dans les consultations prénatales, à 9% chez les travailleurs du sexe. Donc, il faudrait vraiment tenir compte de cette approche population, de la taille de la population étudiée, et que vous allez bien entendu voir que lorsque la taille est très, très petite, ça c'est les aspects épidémiologiques, on a des prévalences, par exemple, de l'ordre de 2,6% dans une étude au Ghana. Enfin, ce que je voulais dire sur je vais chez les femmes enceintes pour vous dire qu'une infection comme la syphilis, elle est dépistée essentiellement au cours des consultations prénatales, que 95% des cas de syphilis sont dépistés au cours des consultations prénatales, c'est sur les données de 23 pays. Mais la conséquence majeure de ces infections à syphilis, ce sont ce qu'on appelle les adverse pregnancy outcomes, c'est-à-dire des issues défavorables de grossesse, notamment les morts-nés ou bien des naissances et des décès prématurés qui sont dus à des infections congénitales par la syphilis. Et on peut voir aussi sur cette diapositive encore qui nous montre l'absence de données sur la syphilis et sur les Neisseria gonorrhée dans cette étude chez les femmes enceintes en Afrique de l'Ouest, qui est West Africa ici, mais qu'on voit que pour chlamydia trachomatis, on a une prévalence de 7,2% avec des variabilités en fonction des régions, que ce soit en Afrique du Sud ou en Afrique de l'Ouest, et vous pouvez regarder très calmement les données de prévalence. Toujours un peu chez les femmes enceintes, je voulais vraiment insister sur le fait qu'on peut avoir chez une même femme plusieurs infections. C'est ce qui est marqué dans cette diapositive, c'est-à-dire que vous pouvez avoir à la fois du chlamydia trachomatis, du trichomonas vaginalis et du mycoplasma génitalium, et que vous pouvez voir que ceci reste quand même assez rare, les doubles infections, bien les triples infections. Et le deuxième message, c'est que l'âge est un facteur qui peut expliquer les variabilités observées, et on voit que ces prévalences sont beaucoup plus élevées chez les sujets de 25 à 34 ans, comparativement aux sujets de moins de 24 ans. Et cette étude qui a été réalisée en Afrique du Sud chez les femmes en âge, des femmes enceintes, 44% sont infectées par le VIH, étude réalisée entre novembre 2017 et juillet 2018, qui vous montre en bleu les données chez les femmes infectées par le VIH et en jaune chez les femmes non infectées par le VIH, et que vous voyez très clairement que la différence des prévalences, que la prévalence est beaucoup plus élevée chez les femmes infectées par le VIH, c'est-à-dire que 39% des femmes infectées par le VIH avaient au moins une infection sexuellement transmissible pendant la grossesse, contre 28% chez les femmes non infectées par le VIH, et vous avez les différents types d'infections qu'on peut retrouver, que ce soit du chlamydia, du trichomonas, des Neisseria gonorrhée, ainsi de suite.
Donc, Mycoplasma genitalium aussi est aussi décrite en Afrique du Sud, mais je voulais faire un clin d'œil à ces nouvelles techniques qui sont actuellement utilisées, qui consistent à documenter par des autoprélèvements vaginaux. Et on a chez 47% de femmes infectées par le VIH. On voit que le Mycoplasma genitalium peut atteindre des prévalences de l'ordre de 24%, pratiquement 2 fois par rapport aux sujets non infectés par le VIH. Et quelques rares études qui ont pu documenter l'incidence pendant la grossesse rapportent une incidence de 4,7 infections pour 100 femmes années. Et on voit que le VIH reste un facteur qui reste associé à la prévalence de mycoplasma génitalium. Donc, c'est aussi des données globalement en milieu communautaire qui ont été réalisées en Afrique du Sud, sur 37 000 femmes en milieu communautaire. Mais le message principal que je voulais faire passer ici, dire que nous avons des données d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, on voit qu'une infection comme herpès simplex 2 est très, très fréquente, avec des prévalences très, très, très élevées, supérieures à 39%, pouvant aller jusqu'à 83,3% dans les populations à haut risque. Et ça, c'est le principal message que je voulais vous faire passer avec les différentes infections sexuellement transmissibles. On voit aussi bien cette différence fortement marquée chez les populations à haut risque, avec des prévalences, que ce soit chez les sujets de 15-24 ans, de 25-49 ans, qui vont de 12,7 ou 56,3 pour herpès simplex 2. Toujours chez les femmes en âge de procréer, une autre affection qui pose problème, c'est le chlamydia trachomatis. Chlamydia trachomatis, vous avez des prévalences globales au niveau de l'Afrique de l'ordre de 7,8%, d'après des données de méta-analyse regroupant des données de 1997 et de 2017. Et nous allons maintenant voyager pour aller chez les professionnels du sexe, qui est une population considérée comme clé à haut risque d'infection sexuellement transmissible. Et ça, c'est une donnée d'une équipe de Michel Allary qui travaille beaucoup au Bénin, qui nous montre que, par exemple, en 1993, Neisseria gonorrhée, la prévalence était de 43,2%, qui a beaucoup baissé et pour atteindre 6,4% dans les années 2008. Ceci est vrai également pour chlamydia trachomatis, avec une baisse et une diminution de la prévalence des IST à Cotonou chez les travailleuses du sexe. Ensuite, lorsqu'on regarde de plus près, toujours au Bénin, dans une étude longitudinale, on voit que les nouveaux cas d'infections sexuellement transmissibles, que ce soit de Neisseria gonorrhée ou de chlamydia trachomatis, on le découvre malgré l'utilisation du préservatif ou bien du fait à la non-utilisation systématique du préservatif, avec des incidences qui sont assez élevées, de l'ordre de 8,9 événements pour 100 personnes années, et pour chlamydia trachomatis de 2,1 événements pour 100 personnes années, avec une différence qu'on retrouve très élevée chez les sujets infectés par le VIH. Ensuite, ça, c'est un travail que nous avons réalisé au Togo chez les femmes sexuellement, les female sex workers, et vous voyez que l'utilisation systématique du condom est de l'ordre de 77%. Le nombre de partenaires est en général de 5, dans une population où la prévalence est de 10%. Et ce que nous avons pu noter parmi toutes ces infections, c'est que 18% au moins des professionnels du sexe avaient une IST et la prévalence est variable. On voit que les IST tels que Trichomonas vaginalis, on le voyait aussi bien chez les sujets négatifs qu'en non négatifs, mais pour Mycoplasma genitalium, on voyait que c'était beaucoup plus élevé, mais bon, la différence n'était pas significative. Allons vers maintenant les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. Ce qu'il faut noter, c'est que ces prévalences sont très variables, que ce soit pour Neisseria gonorrhée ou chlamydia trachomatis, 16% pour Neisseria gonorrhée, 12% pour chlamydia trachomatis, et on le voit que ces prévalences sont beaucoup plus élevées que chez les female sex workers, avec un facteur de risque qui est associé, qui est les transgenres, où le risque est multiplié par 4, ou bien lorsque le nombre de partenaires sexuels est supérieur ou égal à 5, mais dans cette étude, il n'y avait pas d'association avec l'infection à VIH. Il en est de même pour une autre étude au Kenya qui montrait cette prévalence de l'ordre de 5,2%, mais par contre ici, le statut VIH est associé, l'âge jeune étant associé de l'ordre, avec un autre ratio de l'ordre de 7,6%, mais les rapports sexuels non protégés constituent vraiment un facteur associé avec un autre ratio de 3,8%. Tout simplement, nous allons aller vers le Nigeria et c'est pratiquement les mêmes chiffres, mais ce que je voulais faire ressortir en dehors de vous présenter les chiffres, c'est que
la consommation d'alcool peut être également un facteur qui est associé aux infections sexuellement transmissibles dans cette population. Et toujours au Togo, dans cette étude que nous avons menée dans toutes les régions du Togo, qui était une étude transversale, la première des choses, c'est que nous avons pu documenter les infections grâce à HPV, notamment les 19 infections à HPV à haut risque et les 9 infections à HPV à bas risque, et effectivement les IST. On retrouve par exemple que 53% des HSH au Togo étaient porteurs d'au moins une infection HPV oncogène ou non oncogène, alors que 45% étaient porteurs d'une infection HPV oncogène, et que ce qu'on retrouve essentiellement, c'est le 16, le 18, le 15, et un peu pour les non oncogènes, c'est le 25, le 6, pardon, avec une prévalence de 25,6%. La deuxième chose, c'est que lorsque vous regardez en fonction du statut VIH, ce qui est en rouge, on voit bien que les infections HPV sont beaucoup plus élevées, quel que soit le type d'HPV qu'on peut rencontrer chez les sujets à HSH. Enfin, nous avons documenté aussi les IST et on voit très clairement que la prévalence des IST est beaucoup plus élevée chez les sujets VIH HSH. Par exemple, au mycoplasma génitalium, c'est 24% qui avaient un mycoplasma génitalium, comme 12% des sujets non infectés par le VIH. Idem pour Neisseria gonorrhée, 20,5% contre 8,5%. Donc, lorsqu'on regarde les facteurs qui sont associés à l'HPV, vous voyez que beaucoup de maladies, d'autres maladies sexuellement transmissibles peuvent expliquer ces infections HPV, que ce soit mycoplasma génitalium avec un autre ratio de l'ordre de 9,61, chlamydia trachomatis, ou bien les infections à VIH et le fait de vivre à Lomé qui était la vie cosmopolite. Donc, la syphilis, le grand message que je voulais vous faire passer, lorsque nous avons étudié la syphilis très récemment chez les sujets HSH, nous avons une prévalence de l'ordre de 0% chez les 207 HSH et nous avons eu une prévalence de l'ordre de 0,7%. Est-ce que nous sommes en train d'avoir une disparition de la syphilis? Il faudrait pouvoir le confirmer et c'était le message que je voulais vous faire passer chez les HSH. Enfin, d'autres populations peuvent être étudiées, c'est les adolescents de la rue. Nous sommes en train de faire actuellement une autre étude là-dessus, qui sont aussi pour moi des populations clés. Et dans cette étude réalisée au Kenya, notamment par l'équipe de Paula Brachstein, vous pouvez voir que même chez les sujets de 12 à 21 ans, 28% sont porteurs d'au moins une infection sexuellement transmissible. Bon, sur la résistance aux antimicrobiens, juste un petit mot. Juste dire que dans cette étude que nous avons fait à Lomé, 93,9% avaient des résistances au fluoroquinolone. Et ça, c'est le message essentiel pour Neisseria gonorrhée. Et le deuxième message, en ce qui concerne pour, je ne vois plus quel IST, mais ce n'est pas très grave, on voit qu'il y a eu 3,8% de résistance au macrolide chez les praticiennes du 16 et 16% pour la résistance au fluoroquinolone. Et donc, essentiellement, c'est que nous n'avons pas de données en Afrique. C'est tout ce qui est blanc, c'est qu'il n'y a pas de données, c'est le message. Donc, il faudrait que nous ayons plus de données sur la résistance aux antimicrobiens, que ce soit pour les céphalosporines ou que ce soit pour la ciprofloxacine. On n'a pas du tout de données. Et donc, pour terminer, je voulais dire que les IST dans les pays du Sud constituent vraiment un problème de santé publique avec des conséquences dramatiques sur l'individu, chez les femmes enceintes avec des issues défavorables de grossesse, et que les IST, bien qu'on en a beaucoup, il y a des données dessus, mais ça reste très élevé. Il faut documenter ces complications et que la prévention primaire, elle est nécessaire pour prévenir ces transmissions. Ça passe par la promotion d'une sexualité responsable à moindre risque et l'utilisation de préservatifs. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Didier, pour cette très, très belle présentation. Nous avons donc une bonne dizaine de minutes pour des questions et des réponses. On a déjà quelques questions qui sont affichées dans le QR. Je vais directement commencer avec une question qui concerne la prise en charge syndromique. Hein. Comme tu l'as souligné, et puis ce qui est une des difficultés, en tout cas dans le contexte de la plupart des pays à ressources limitées, c'est la prise en charge qui est souvent syndromique, donc sans avoir vérifié vraiment l'étiologie du test, l'étiologie de l'infection. Et donc, la question, elle est dans les pays du Sud, est-ce que cette démarche de traitement reste à ce jour valable, à ton avis?
Oui, d'après les algorithmes qu'on a, c'est essentiellement la prise en charge syndromique qu'on fait parce que de façon pratique, il est très, très difficile pour, par exemple, je donne le cas des travailleurs du CES où nous sommes actuellement en train de mener une étude là-dessus, d'aller à une consultation, de se faire prélever, de faire prescrire des médicaments, d'aller acheter les médicaments et puis après de revenir pour un contrôle. Ceci est pratiquement difficile à réaliser. Et donc, ce que nous sommes en train de faire actuellement, pas plus tard que la semaine dernière, c'est de faire un traitement directement observé, c'est des DOTS, c'est-à-dire qu'on a essayé de faire un traitement à base de 3 antibiotiques, ciprofloxacine, je ne me rappelle plus, et puis de métronidazole en traitement minutes, directement observé. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir faire un suivi téléphonique de ces femmes à J7 et à J14 pour voir s'il y a une disparition des syndromes. Donc, ce sont des femmes qui présentaient soit des pertes vaginales, soit des douleurs, et on va voir ce que ça va donner. Et on a envie de poursuivre cette étude pour voir si effectivement l'impact que pourrait donner cette approche un peu syndromique. Et sachant que dans l'algorithme, ce qu'il y a, c'est un traitement intramusculaire, mais on se dit que ce n'est pas réalisable et que toute occasion de traiter une femme est une occasion de perdu ou bien de dissémination des IST. D'accord, merci. Et puis dans cette même discussion, c'est vrai que souvent, une des raisons en tout cas pour le traitement syndromique des infections sexuellement transmissibles est aussi l'accès qui est souvent pas garanti à des tests diagnostiques précis, notamment au PCR, etc. On entend de plus en plus parler de tests rapides ou de point of care tests, hein, c'est-à-dire par exemple le GeneXpert et autres. Comment est-ce que tu vois ces prochaines années le développement de ce genre de technique-là pour avoir un traitement étiologique faisable dans le contexte dans lequel toi tu travailles? Bon, ça tombe bien puisqu'on a commencé une étude aujourd'hui chez les HSH. Donc, c'est une cohorte de 200 HSH que nous allons suivre, sans infectés par le VIH et sans non infectés par le VIH. Donc, on a 200, on a fait les 2 premières inclusions ce matin. Donc, on utilise effectivement des tests rapides, mais ciblant uniquement 2 IST, chlamydia trachomatis et Neisseria gonorrhée. Donc, c'est assez intéressant parce qu'à la fois, on fait un prélèvement au niveau de la gorge, au niveau des urines et puis au niveau anal. Donc ça, c'est quand même une vraie révolution. On verra ce que ça va donner en termes de résultats, puisque nous allons le coupler par rapport à la PCR, puisque à ces sujets, nous faisons également un frottis vaginal qui nous permettra de comparer ces résultats de tests rapides, mais d'un très très bon laboratoire, hein, et aussi avec ces PCR. Donc on pourra ainsi conclure. Sauf qu'il faudrait peut-être le développement d'autres tests pouvant avoir au moins 4 ou 5 IST, notamment les IST les plus fréquentes. Très bien, ouais, ça c'est vraiment un sujet très intéressant et surtout du futur de la recherche sur la prise en charge des IST. Une question un peu liée au test diagnostique, ou en tout cas à l'échantillonnage. On nous pose quelle est la place de l'autoprélèvement vaginal pour le diagnostic. C'est vrai que c'est une technique qui est souvent utilisée en Europe dans le monde clinique. Ah. Justement, j'ai fait le clin d'œil parce que voilà, une population comme les female sex workers, lorsqu'on a voulu travailler, on se voit. Le plus simple, c'est de ne pas les faire déplacer. C'est une population hyper mobile et de ne pas les déplacer. Donc, d'où l'idée des autoprélèvements qui peuvent constituer un bon moyen de surveillance. Maintenant, il va falloir qu'on explique comment ça va se faire. C'est pour cela que j'ai fait le clin d'œil. Mais de par notre expérience, tout ce qu'on fait comme prélèvement reste très simple, mais on n'a pas toujours ces moyens. Donc, ça va être aussi comme les autotests VIH qu'on est en train de tester. Et c'est un bon moyen de surveillance. Et les gens peuvent se prélever, déposer quelque part, et s'ils souhaitent récupérer les résultats, ça sera beaucoup plus simple pour tout le monde, plutôt que d'aller implanter un centre à côté, de les inviter à venir et que ce n'est pas tout le monde qui a envie de venir. C'est un moyen à creuser. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Je pars un petit peu dans l'épidémiologie. Il y a quelques questions intéressantes qui ont été posées dans ce sujet-là. La toute première, d'ailleurs, dans le QR, nous a été posée. Y a-t-il des facteurs génotypiques ou phénotypiques favorisant le développement d'IST à prise de risque égale?
Très bonne question. C'est-à-dire, chez deux personnes qui auraient le même risque, est-ce que certains sont plus enclins à développer une IST que d'autres? Si j'ai bonne mémoire, j'aurais dit peut-être oui, mais je n'ai pas beaucoup de données. Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'il faut aller fouiller, il faut ne pas raconter des bêtises. Peut-être qu'on reposera la question à Charles tout à l'heure, s'il a plus D'accord. de réponses là que moi. Mais disons pourquoi au cours d'une infection à VIH, certains sujets auront le VIH avec un seul rapport sexuel, alors que d'autres sujets avec 10 ou 15 rapports sexuels avec le même sujet n'auront pas d'infection. Mais qu'est-ce qui explique cela? C'est une super vraiment question. Je vais demander peut-être le secours de panélistes. On va voir ce que les autres répondront à ça. Charles, tu veux dire quelque chose maintenant? Ah ouais, j'aimerais bien prie. écouter. Non, 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 je disais que c'était une très bonne question et on pourra peut-être y revenir tout à l'heure, ouais, en effet. Très bien, Merci super. Alexandre de l'avoir posée. On se souviendra de cette question. Didier, tu as fait beaucoup de travail chez les personnes qui vivent avec le VIH. Tu nous as aussi parlé de cette population-là. Une question est liée au risque d'IST chez les personnes vivant avec le VIH. Et la question est particulièrement liée au degré d'immunocompétence en fait, de ces gens-là. C'est-à-dire, si tu as une personne VIH qui a des CD4 à 1000 versus qu'une autre qui a des CD4 à 52, est-ce que le risque de développer une IST est différent chez eux? C'est également une super question parce que dans la littérature, ce qu'on a jusqu'à présent, c'est vraiment des données très, très anciennes. Tu vois, à un moment donné, on a laissé tomber les IST en se focalisant uniquement sur le traitement du VIH. Et ça serait bien de savoir si le risque est le même, si on a les mêmes niveaux de prévalence qu'on soit traité, c'est-à-dire qu'on ait contrôlé complètement sa charge virale ou qu'on soit immunodéprimé, parce que les données que nous avons sont vraiment des données anciennes. Je n'ai pas de réponse claire à donner là-dessus. Il faudrait que je regarde un peu plus clairement dans la littérature pour voir s'il y a des différences au niveau de prévalence en fonction de trois populations, hein, c'est-à-dire ceux qui sont traités, ceux qui ne sont pas traités, ceux qui ont contrôlé, ceux qui ne sont pas contrôlés. Et ça aussi, c'est une excellente question. Okay. Ça veut dire qu'il faut prendre les études sur les IST dans un contexte d'accès large au traitement antirétroviral. Ouais. Tout à fait. J'ai encore une question sous la main sur également l'épidémiologie. Quelle est la part des patients asymptomatiques versus symptomatiques dans vos études? Ah ouais, quelle est la part des... Bon, ce concept, c'est-à-dire que c'est assez rigolo parce que on a fait 2 études, mais on n'avait pas vraiment fait en ce moment les croisements dans les 2 populations. Et dans les 2 études, c'est qu'on avait au moins 18% des sujets qui avaient une infection sexuellement transmissible. Et là, actuellement, dans l'étude que nous sommes en train de faire toujours chez les PS, là, on est entre 10 et 12% qui ont des infections symptomatiques. Donc, on va voir, il va falloir qu'on croise, en fait. Il faut qu'on croise pour pouvoir savoir exactement la part. Et là aussi, je n'ai pas de données récentes aussi. Vraiment, les gens posent des questions très, très pointues, super. Je n'ai pas de données récentes. Voilà. OK. Très bien. Là, je crois qu'on est arrivé au bout des questions qui nous ont été posées dans le QR. On va pouvoir poursuivre le programme. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. Très belle présentation. Pour les questions, hein, super questions. Voilà. C'est une bonne discussion également. On va passer à la suite et puis je vais laisser mon collègue Charles Cazenave nous présenter le prochain orateur, Romain Palish. À vous. Merci Gilles. Merci à la Fravi de nous donner l'occasion de nous réunir autour de cette thématique qui nous intéresse tous, Nord-Sud. C'est vraiment un sujet totalement d'actualité. Merci à Gilles d'assurer la comodération et j'en profite pour remercier les 2 orateurs qui ont accepté de participer ce soir, donc Didier et puis maintenant donc, le docteur Romain Palish, donc infectiologue à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, chercheur également à l'Institut Pierre-Louis d'épidémiologie de santé publique, donc dans une unité INSERM associant des infectiologues, des virologues, des épidémiologistes et des oncologues. Donc travaux essentiellement axés autour de l'infection VIH, que ce soit les stratégies antirétrovirales, la résistance au traitement et les problématiques de réservoir, et également de façon plus générale les problématiques de santé sexuelle,
Donc, logiquement, Romain étant très investi en France sur ces thématiques et également dans la FRAVI, je lui ai demandé de nous parler du dépistage et du diagnostic des IST. Je pense qu'il va nous faire une présentation axée également sur les diagnostics syndromiques et cliniques qui répondront en partie aux questions soulevées par l'introduction épidémio de Didier. Merci Romain. Merci beaucoup Charles pour ton introduction et merci aux organisateurs de me permettre de faire ce topo, qu'on va commencer par un sondage comme tout à l'heure qui devrait pouvoir s'afficher. Alors voilà, donc il y a 3 questions. La première question concerne les maladies sexuellement transmissibles, lesquelles donnent des ulcérations génitales, l'infection à gonocoque, l'infection à chlamydia, la donovanose, l'infection à papillomavirus et la syphilis, et ou la syphilis. La deuxième question, elle concerne les écoulements urétraux. Alors, quels sont les IST qui donnent des écoulements urétraux? La syphilis, le VIH, l'infection à gonocoque, la COVID-19, l'infection à Mycoplasma genitalium. Et enfin, la troisième question s'intéresse aux maladies qui sont causées par des agents pathogènes sexuellement transmissibles, avec dans les choix le cancer du col de l'utérus, le cancer de l'œsophage, le cancer du foie, le paludisme et la démence neurologique. Alors, je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir voter à ces 3 questions. Et je pense qu'on va pouvoir afficher les résultats. Alors, sur les ulcérations génitales, très clairement se détache la syphilis. Quasiment 90% d'entre vous pensaient que ça donne des ulcérations génitales. En revanche, pour le reste des IST proposés, on est plutôt en dessous de 50%, sauf peut-être pour l'infection à papillomavirus. Alors, on reviendra un peu sur les différentes IST qui donnent des ulcérations génitales. Sur les écoulements urétraux, on est quasiment à 100% sur le gonocoque, quasiment 3/4 sur l'infection à Mycoplasma genitalium. Bon, personne n'a répondu Covid-19. À ma connaissance, effectivement, ça n'existe pas, même si on est surpris parce que visiblement, ça donne beaucoup de choses. Et pour la troisième question, alors sur les agents pathogènes qui donnent des cancers, donc le cancer du col de l'utérus, effectivement, c'est HPV. Je détaille un tout petit peu parce que j'y reviendrai pas ensuite. Le cancer de l'œsophage, en fait, si, très clairement, parce qu'il y a des cancers de l'œsophage assez fréquents qui sont dus à HPV également. Le cancer du foie, c'est assez souvent, ça peut être conséquent en tout cas aux hépatopathies chroniques causées par l'hépatite B et l'hépatite C. Donc la réponse était oui également, le paludisme non. Et la démence neurologique si, car le VIH et la syphilis en particulier, à des stades assez avancés, peuvent donner des démences neurologiques. Alors je vais fermer le sondage, je vais partager mon écran et on va pouvoir commencer le topo. Alors donc on va parler du diagnostic des IST. Je vais juste me mettre... Voilà, ça devrait fonctionner. Donc, on va parler du diagnostic syndromique. Ça a été évoqué dans les questions précédemment, donc on va y revenir. On va parler évidemment des agents pathogènes, du diagnostic microbiologique également, et on fera un tout petit point à la fin sur les infections asymptomatiques qui ont également été évoquées dans les questions. Alors, le diagnostic syndromique, il est intéressant à plusieurs titres. Déjà parce que dans les IST, finalement, c'est une démarche clinique qui s'adapte bien à ce qu'on va voir comme symptômes quand on va recevoir les patients. Donc, en gros, c'est une approche qui consiste à regrouper plusieurs IST en fonction de la présentation clinique. Et des syndromes diagnostiqués va découler la prise en charge thérapeutique. Alors, ça peut être une démarche à part entière, c'est-à-dire que dans des conditions où on n'a pas accès aux moyens diagnostiques biologiques, on va pouvoir se baser sur la présentation clinique et on va pouvoir traiter en fonction, probablement sans jamais savoir finalement quel avait été le germe en cause au départ. Mais en fait, c'est aussi une démarche qu'on adopte de toute façon, y compris dans des endroits où on a accès à tous les moyens diagnostiques biologiques. Quand on voit le patient, quand le patient nous rapporte un symptôme, quand on observe un signe clinique, on va avoir une démarche probabiliste. On va penser que c'est probablement dû à tel ou tel germe, donc c'est une démarche empirique, syndromique également,
Et secondairement, on va pouvoir documenter microbiologiquement cette infection, mais au départ, dans les IST, très souvent, on reste, quoi qu'il en soit, sur un diagnostic syndromique. Alors, les limites du syndrome syndromique, il y en a plusieurs, hein. La première limite, c'est qu'on ne prend pas en compte en général les co-infections. Souvent, quand on a une IST, on en a d'autres associées. Il y a plein d'études qui montrent ça. Et c'est vrai que dans le diagnostic syndromique, on peut passer à côté de co-infections. Par ailleurs, les syndromes qu'on connaît bien dans les IST, c'est souvent des syndromes pas caricaturaux, mais en tout cas très marqués. Et ça ignore un petit peu des manifestations cliniques plus rares qu'il faut connaître malgré tout. Et ça ignore aussi des manifestations cliniques dues à des agents pathogènes qui ne sont pas les plus fréquents dans les IST. Il y a deux tableaux principaux qui se dégagent dans les IST, c'est l'écoulement génital et l'ulcération génitale, on va y revenir, mais il y a beaucoup d'autres manifestations cliniques qui doivent être connues et qui doivent nous alerter sur des possibles IST. Alors, vous allez voir, j'ai organisé la présentation comme une suite de photos. Et on va, pour vraiment rester sur cet aspect diagnostic syndromique et diagnostic clinique, et ensuite on abordera le diagnostic microbiologique. Donc là, ce qu'on voit, c'est un écoulement génital masculin. On voit une issue de pus au niveau du méa urétral. On voit que c'est un pus plutôt épais, plutôt blanchâtre, et ça correspond à ce qu'on appelle cliniquement une urétrite masculine. Là, on voit exactement la même chose avec la fameuse goutte de pus au niveau du méa, et on voit des signes inflammatoires au pourtour du méa associés à cet écoulement. Donc là encore, on est dans le cadre d'une urétrite masculine antérieure. Ce qu'on voit ici, c'est une photo prise lors d'un examen gynécologique réalisé avec un spéculum. Donc, c'est évidemment pas quelque chose qu'on voit à l'examen clinique gynécologique standard, hein. Il faut vraiment faire un examen du col de l'utérus et on voit de la même manière que précédemment un écoulement de pus au niveau du col. On voit un liquide très épais, très blanchâtre, caractéristique d'une cervicite aiguë. Très probablement infectieuse, hein, avec différents germes qui peuvent être en cause. Alors là, ce qu'on voit, c'est ce qu'on pourrait observer au microscope si on regardait sur une lame le pus qu'on a vu cliniquement précédemment, hein, au niveau de l'urètre masculin ou au niveau du col de l'utérus, après coloration. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est un aspect très caractéristique, c'est ce qu'on appelle un diplocoque en grain de café. Et quand on voit ça au microscope, on est à peu près sûr qu'on est face à une bactérie qui s'appelle donc Neisseria gonorrhoeae et qui donne l'infection à gonocoque ou la gonococcie. Alors, l'infection à gonocoque, c'est une infection avec une incubation qui est relativement courte, moins d'une semaine, avec des signes qui peuvent commencer dès 24 heures. La transmission, elle est possible aux 3 sites, donc génital, anal et dans la gorge, et y compris avec des partenaires asymptomatiques. Et ça, c'est très important de le savoir et de bien s'en souvenir pour le dépistage des partenaires. Alors, chez l'homme, ça donne très classiquement une urétrite antérieure aiguë. C'est les photos qu'on a vues. C'est ce qu'on appelle la chaude-pisse, associée en général à des brûlures mictionnelles. Donc, il y a le fameux écoulement urétral avec un pus plutôt blanc, plutôt épais, parfois jaunâtre, voire quasiment verdâtre. Ça donne des anorectites qui sont très souvent asymptomatiques, mais on peut également avoir du pus au niveau de l'anus. Ça donne aussi des oropharyngites qui sont quasiment toujours asymptomatiques. Et ça donne des complications, un type de prostatite et d'épididymite. Alors chez la femme, c'est une infection qui est très souvent asymptomatique, quasiment 3/4 des cas, ce d'autant qu'on n'a pas d'extériorisation aussi facile, entre guillemets, du pus que chez l'homme, hein. C'est ce qu'on a vu sur la photo, on est au niveau du col, on n'est pas au niveau du méa urétral. Ça peut donner des symptômes, ceci étant, à type de pesanteur pelvienne, à type de leucorrhée purulente. Ça donne des urétrites, hein, authentiques avec des brûlures mictionnelles, des dysuries. Et il y a également des complications à type de stérilité, d'algie pelvienne inflammatoire, de grossesse extra-utérine qui doivent faire rechercher ces bactéries, y compris chez les sujets asymptomatiques, pour absolument les traiter et empêcher ces complications au long cours. Le diagnostic microbiologique qui peut se faire sur des cultures bactériologiques qu'on fait sur des milieux de culture un peu spécifiques, sur des géloses au sang cuit, le but étant de réaliser un antibiogramme. On parlait tout à l'heure de la ciprofloxacine, hein, pour le traitement des infections à gonocoque. Il faut savoir, en Europe, parce que c'est les chiffres que je connais un peu mieux, la résistance du gonocoque au quinolone, on est entre 50 et 75%, quoi. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des antibiogrammes. Pour l'instant, on n'a pas, en Europe en tout cas, de résistance alarmante sur la ceftriaxone, qui est donc le désavantage d'être un traitement par voie intramusculaire. Mais on commence à avoir des souches, notamment en Asie, au Japon,
avec des CMI pour ces antibiotiques qui commencent à s'élever. Donc, le diagnostic microbiologique par culture avec l'antibiogramme reste un examen important aujourd'hui. On peut également faire des PCR, donc là, c'est du diagnostic microbiologique sur les urines, sur des prélèvements vaginaux, sur des prélèvements cervicaux, sur des prélèvements anaux, sur des prélèvements de gorge. Et c'est particulièrement intéressant chez les sujets asymptomatiques. Alors, l'autre grand germe qui donne des manifestations à type d'urétrite et de cervicite aiguë, c'est le chlamydia. L'incubation du chlamydia, elle est variable. Elle peut aller de quelques jours à beaucoup plus long, quelques mois. Pareil, c'est très souvent asymptomatique et la transmission peut se faire avec des partenaires asymptomatiques. Chez l'homme, ça donne des écoulements urétraux qui sont plus clairs, plus modérés et parfois intermittents par rapport au gonocoque. Et on a également beaucoup de complications, des manifestations cutanées ou muqueuses, des orchiépididymite aiguës, des kératoconjonctivites, des arthrites réactionnelles. Chez la femme, également, c'est très souvent asymptomatique. En général, les leucorrhées, quand il y en a, sont peu abondantes, mais on a des complications pas du tout négligeables, des salpingites subaigus, des salpingites chroniques, des stérilités tubaires authentiques et des grossesses extra-utérines, d'où l'importance, je le répète, de diagnostiquer ces infections, même quand elles sont asymptomatiques. Le diagnostic se fait par PCR. Le problème du chlamydia, c'est que c'est un germe intracellulaire et qu'on ne peut pas faire de culture, donc on est obligé d'avoir recours à des méthodes de biologie moléculaire avec des PCR qui se font à partir d'écouvillons, donc sur du pus, ou à partir d'urine, surtout chez l'homme, sur des autoprélèvements vaginaux, sur des autoprélèvements anaux, sur des prélèvements de gorge. Je ne l'ai pas mis ici, mais ça se recherche évidemment aussi dans la gorge. Et la limite de ça, c'est évidemment d'avoir accès à ce diagnostic biologique moléculaire. Alors là, on passe à autre chose. Donc là, on n'a pas une ulcération, on n'a pas un écoulement génital, on a une adénopathie inguinale unilatérale, volumineuse, probablement très inflammatoire. Hein, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux. C'est ce qu'on appelle un bubon. Je vous mets une autre photo ici. Ce qu'on voit, c'est la même chose. Hein. Donc là, c'est une adénopathie. On voit la voussure, on voit le bombement, on voit les signes inflammatoires un peu étendus associés à cette adénopathie. Et là, je vais vous montrer une photo qui n'a rien à voir avec ça, en tout cas sur le plan visuel et clinique. Là, on est derrière, on est au niveau de l'anus. Ce qu'on voit, c'est une muqueuse très inflammatoire. Hein. Vous voyez gonflée, œdémaciée, un peu rouge. On voit qu'il y a des ulcérations. Alors, c'est particulier. On en voit une en haut à droite sur la photo, hein, une ulcération de la muqueuse. Et on voit également que c'est associé à des pertes sanguines. Ces adénopathies et ces ulcérations anales avec cette inflammation de la muqueuse anale, elles sont dues à un germe qui est encore une fois Chlamydia trachomatis, mais dans le cadre d'une entité clinique qui s'appelle la lymphogranulomatose vénérienne, ou LGV. Donc le diagnostic de la lymphogranulomatose vénérienne, il est également possible par la PCR, puisqu'on recherche à nouveau Chlamydia trachomatis, qui peut se faire sur du pus qu'on va recueillir au niveau des ganglions, que je vous ai montré juste avant, qui peut se faire aussi sur une ulcération, notamment au niveau anal, bon, parfois sur des biopsies, mais c'est quasiment jamais fait. Et alors la LGV, c'est probablement la seule indication qui existe pour la sérologie Chlamydia trachomatis. Le fait d'avoir des titres sérologiques très élevés pour Chlamydia trachomatis ou le fait d'avoir une séroconversion à 2 prélèvements à 15 jours d'intervalle, ce sont des arguments très évocateurs de LGV, même si ce n'est pas un diagnostic de certitude. Le diagnostic, en fait, il est très souvent clinique, hein, je vous l'ai montré. Sur les photos. Et donc, on peut évidemment l'évoquer sans avoir recours à ces techniques ou sérologiques ou de biologie moléculaire. Alors là, on part sur autre chose. On est dans le cadre d'une éruption cutanée qui a l'air assez généralisée, qui est pas papuleuse, qui est plutôt maculeuse, qui est un peu rosée, qui est non prurigineuse. Je vous montre d'autres signes. Alors là, c'est un peu différent. Là, on est au niveau, on ne voit pas parce que c'est évidemment très, très grossi, mais au niveau de la paume de la main. Et ce qu'on voit, là, ce sont des lésions qui sont maculo-papuleuses. On est un peu en relief et elles sont cuivrées, c'est-à-dire qu'elles sont un peu brunes. Et ça, c'est assez caractéristique d'une des infections sexuellement transmissibles dont je vais parler. Alors là, on rentre dans un autre cadre. Dans les syndromes, là, on voit une ulcération. Pour le coup, on voit une ulcération qui est à la base de la verge, qui est unique, qui est plutôt propre, qui n'est pas douloureuse.
Et je vais vous en montrer une autre. Alors là, on est un peu plus haut sur le fourreau de la verge. Pareil, on a une ulcération plutôt propre, avec des bords relativement propres, euh, indurée et non douloureuse également. Et donc là, c'est une autre pathologie qui correspond à cet agent pathogène. Vous voyez que c'est une bactérie, c'est ce qu'on appelle un spirochète en hélice. Et donc ça, c'est ce qu'on peut voir quand on fait une technique de microscopie un peu particulière qui s'appelle le microscope à fond noir, qu'on a la chance d'avoir dans certains centres, qui nécessite une lumière un peu particulière et qui nous permet de voir, par exemple, quand on fait un prélèvement d'ulcération, à l'examen direct, ces bactéries hyper caractéristique de la syphilis. Alors, le problème de la syphilis, c'est une maladie qu'on appelle d'ailleurs dans les manuels la grande simulatrice, c'est que ça donne énormément de signes cliniques très différents les uns des autres. Sur le plan cutané, ça peut donner à peu près tout et n'importe quoi. Ça donne des atteintes d'organes diverses et variées, neurologiques, ophtalmologiques, cardiologiques, néphrologiques, hépatologiques, rhumatologiques, qu'il convient de connaître et qui n'est pas facile à diagnostiquer toujours. Et puis, on a une maladie qui évolue en plusieurs phases dans le temps. Donc, on a des phases primaires, hein, c'est classiquement le chancre, donc l'ulcération. On a des phases secondaires qui sont très souvent cutanées, mais pas seulement. On peut avoir des atteintes neurologiques à la phase secondaire. Et puis, on a des atteintes très tardives chez des gens chez qui on n'aurait pas fait de diagnostic pendant des années, qui sont surtout des manifestations neurologiques très graves qu'on a la chance de quasiment plus voir aujourd'hui quand on fait des diagnostics biologiques réguliers. Le diagnostic microbiologique, qui repose sur la sérologie, avec des tests tréponémiques et des tests non tréponémiques, classiquement TPH-AVDRL, mais il y a d'autres marqueurs qu'on utilise. On peut rechercher la bactérie directement sur un frottis de lésion au microscope à fond noir, c'est la photo que je vous ai montrée, et on a désormais de plus en plus accès à des PCR, donc on fait du diagnostic microbiologique moléculaire à la recherche de Treponema pallidum, qui est le germe de la bactérie, qui peut être associé d'ailleurs sur des kits à la recherche d'autres micro-organismes responsables d'IST. Alors là, on va terminer sur quelques photos. Donc là, on voit des lésions multiples au niveau de l'appareil génital masculin. On voit des ulcérations très douloureuses qu'on appelle en carte de géographie. Vous voyez que ce sont des bords extrêmement découpés. Donc ce sont des lésions très inflammatoires. On voit qu'il y a un œdème majeur au niveau du prépuce. Et donc ça correspond à de l'herpès. Là, c'est de l'herpès génital dû à HSV2, probablement une récurrence, une primo-infection, pardon, à HSV2. Là, on est dans le cadre des ulcérations. Donc, ce qu'on voit, c'est une ulcération au niveau du sillon balano-prépucial qui, en fait, a commencé par une papule rosée qui a évolué vers l'ulcération avec des bords relativement nets, une ulcération qui est assez profonde. Classiquement, on dit que l'aspect est un peu déchiqueté, même si ce n'est pas très flagrant sur cette photo. Et donc, la maladie associée à cette ulcération, c'est un chancre mou qui est dû à une bactérie qui s'appelle Calimatobacterium ducreyi. Et donc, le diagnostic peut être fait sur de la culture bactériologique en milieu relativement standard. Là, on a une autre lésion très caractéristique, alors ulcérée, mais avec un aspect très caractéristique. Elle est très arrondie, vous voyez qu'elle est un peu sanguinolente, elle a un aspect en fait granulomateux et elle a un bord un peu boursouflé comme ça. Ça, c'est une maladie qu'on appelle la donovanose, qui est due à une bactérie qui s'appelle Klebsiella granulomatis. Le diagnostic, en fait, il est très clairement clinique. On peut également faire un frottis de cette lésion et on pourrait voir à l'examen histologique ce qu'on appelle des corps de Donovan, je ne sais pas comment on le dit, mais le diagnostic, il est très clairement clinique pour cette lésion. Là, on a une lésion inflammatoire, croûteuse, qui en fait correspond également à une maladie dont on a parlé juste avant, qui est la LGV. Donc la LGV, elle se manifeste par des adénopathies, elle se manifeste par des lésions au niveau de la muqueuse anale, mais elle peut également se manifester par des lésions muqueuses génitales. Et donc on peut se faire piéger par ce genre de lésions. Et donc je vous le rappelle, le germe de la LGV, c'est Chlamydia trachomatis. Là, on a des lésions à la base de la verge qui sont ce qu'on appelle des papillomes. C'est des lésions un peu dites en chou-fleur.
Donc vous voyez, hein, on voit elles sont un peu pour certaines quasi pédiculées, elles sont vraiment pas étalées sur la peau. Et ça, c'est très caractéristique classiquement de ce qu'on appelle un condylome. Et le germe qui donne les condylomes, c'est le papillomavirus. Là, on est au niveau anal, chez une patiente avec une lésion qui est en fait la même lésion que ce qu'on va voir, que ce qu'on a vu juste avant, mais à un stade beaucoup plus évolué. Donc on a un énorme condylome, enfin des condylomes, un énorme papillome qui est également dû au papillomavirus. Et enfin, pour terminer, on a ces lésions euh, génitales, périvulvaires, mais cutanées également, qui pourraient être dues à pas mal de choses. Alors on pourrait se faire un peu avoir, le molluscum contagiosum peut parfois ressembler un peu à ça. Il y a certaines lésions qu'on pourrait confondre également avec des papillomes, avec des condylomes. Mais en fait, ces lésions sont des lésions à HSV2, donc c'est de l'herpès génital et cutané, ce qui souligne quand même que le diagnostic clinique a parfois un peu des limites et que le recours au diagnostic microbiologique nous aide dans un grand nombre de cas. Voilà, j'ai terminé ma présentation. Juste un mot pour finir et conclure sur le dépistage des sujets asymptomatiques. Plus de la moitié des IST ne s'expriment pas cliniquement, mais elles se transmettent et elles peuvent se compliquer, notamment de stérilité chez la femme, d'où l'intérêt et la nécessité en fait, de diagnostiquer ces IST asymptomatiques. Le dépistage régulier, il est recommandé chez tout le monde et il est recommandé de manière extrêmement fréquente dans les populations les plus exposées. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes sexuellement actifs, le fait d'avoir beaucoup de partenaires sexuels, le recours et la pratique du sexe tarifé et globalement toutes les situations de vulnérabilité et de précarité. Donc la fréquence, elle n'est pas très bien codifiée, à l'exception des HSH sexuellement actifs, hein, en particulier sous PrEP. On est plutôt sur une fréquence de tous les 3 à 6 mois. Et globalement, à partir du moment où on a des rapports sexuels, je pense que ce dépistage exhaustif, il est impératif au moins une fois par an. Donc chez l'homme, ça se fait avec des PCR quand on y a accès, pour le gonocoque, pour chlamydia, aux 3 sites, c'est-à-dire gorge, anus et génital. Et évidemment, il y a le diagnostic sérologique, hein, VIH, VHB, VHC, VHA, hépatite A, on n'en a pas parlé, mais c'est aussi une infection sexuellement transmissible. Et chez la femme, c'est la même chose, à une différence près, c'est que le prélèvement sur le premier jet d'urine, il est moins rentable, moins sensible que l'autoprélèvement vaginal qu'on va préférer chez la femme pour le dépistage des infections asymptomatiques. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et je suis bien sûr à votre disposition pour répondre aux questions. Merci beaucoup, Romain, pour cette très belle présentation, très didactique, très imagée, très pratique. Et je pense les charges que l'on t'avait confiées. Juste une petite précision, je suis désolé, tu vas me trouver barbant sur la microbio. Tu nous as fait un petit mélange de bactéries, je pense. Le chancre-moule, c'est Hémophilus ducreyi. Oui, je me suis trompé en mettant les Les deux vanos, c'est Klebsiella granulomatis, ex-Calimactobacterium granulomatis. Et donc, en effet, tu as fait un petit mix, mais c'est pas grave. Tout à l'heure. Oui, c'est pour ça. Bon, c'était juste un petit détail. Ce sont des IST, justement, que peut-être nos collègues du Sud voient plus fréquemment. C'était peut-être important de préciser. Alors, quelques petites questions. Une question encore d'Alexane de Bordeaux. Que penses-tu des autoprélèvements de façon générale et quel avenir vois-tu dans les autoprélèvements dans le cadre du dépistage des IST? Alors les autoprélèvements, à titre personnel, je trouve ça extrêmement pratique et on les utilise largement. Au-delà de mon expérience et de mon avis personnel, il y a aussi beaucoup d'études en fait, qui ont montré, parce qu'une des grandes questions quand on propose des autoprélèvements à quelqu'un, c'est est-ce que ça va être fait correctement? C'est-à-dire que si un biologiste fait un prélèvement et que le résultat est positif, et si un patient fait le même prélèvement et que le résultat est négatif parce que le prélèvement est mal fait, évidemment, ça pose beaucoup de problèmes. En fait, il y a beaucoup d'études qui montrent maintenant qu'un prélèvement, quand il est bien expliqué aux patients, ça se fait très facilement. C'est très acceptable par les patients, d'ailleurs beaucoup plus que le prélèvement qui est fait par une autre personne que le patient lui-même. Et c'est très rentable, c'est-à-dire qu'en fait, les gens font bien les prélèvements et ça fonctionne très bien. Donc moi, je trouve ça très très bien. Les autres prélèvements, on les pratique au niveau des urines. Hein. Donc ça, c'est juste un test urinaire, évidemment, mais ça reste un autoprélèvement. On fait des autoprélèvements anaux, on fait des autoprélèvements vaginaux, et on fait aussi des autoprélèvements de gorge
Alors ça, on le faisait un peu moins avant et on l'a particulièrement découvert au moment du Covid parce qu'on ne voulait pas exposer les techniciens de laboratoire et les biologistes aux sécrétions respiratoires des gens. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que le prélèvement de gorge, il se faisait aussi très bien tout seul. Donc, je pense que dans le champ du dépistage, notamment des sujets asymptomatiques et réguliers, c'est quelque chose qui est très, très bénéfique et qu'il faut déployer le plus largement possible. Oui, oui, je pense qu'Alexandre faisait peut-être allusion, comme elle bosse avec moi sur les IST, aux fameuses cabines, tu sais, de dépistage, comme dans les cliniques de santé sexuelle à Londres ou dans d'autres zones où tu peux tout faire toi-même avec des codes barres, tu étiquettes tes tubes et tu te prélèves toi-même. C'est vrai que j'étais un peu frileux sur l'autoprélèvement pharyngé, mais mes collègues m'ont prouvé que finalement, c'était pas mal et finalement, les patients, il y avait une bonne acceptabilité, je pense une bonne rentabilité. Il y a peut-être des patients chez qui c'est un peu difficile quand il y a un gros réflexe nauséeux, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour répondre à une question que tu as eue tout à l'heure, c'est vrai que l'autoprélèvement vaginal chez la femme, par contre, est supérieur au premier jet d'urine, et tu l'as bien dit pour chlamydia. Deuxième question, alors plus clinique, est-ce que le gono peut se transmettre de la mère à l'enfant, Romain? Si tu veux, je peux t'aider, mais Oui, parce que je vois pas comment ça pourrait ne pas se transmettre, voilà. mais bien sûr, enfin, j'imagine au moment de l'accouchement. Au moment de l'accouchement, oui, bien Ah, sûr, c'était ça. Oui, oui. oui, je pense que Ah c'est au oui, moment de oui, l'accouchement. oui, bien sûr, au moment de l'accouchement, ça peut se transmettre. Tout à fait, ouais. Bah, c'était la problématique gono-chlamydia. On mettait systématiquement des collyres chez les bébés pour prévenir justement ce passage. Et puis maintenant, on le fait plus de façon systématique, du moins en France. Je ne sais pas si c'est toujours dans d'autres pays, mais ça peut se transmettre et faire notamment des conjonctivites pour le gono, voire des pneumopathies pour chlamydia trachomatis. Ouais. Une autre question. Alors, une autre question, peut-être, alors pas de l'audience, parce que celle-là, elle me paraît un peu compliquée, mais plus peut-être dans ce que tu as dit. Donc, le fond noir, vous le faites encore? Parce que pour moi, c'était quelque chose du passé. Alors effectivement, c'est une technique très ancienne. Euh, alors nous, on a la chance à la Pitié de le faire toujours parce que bon, en fait, le bâtiment des maladies infectieuses est organisé avec le laboratoire de parasitologie qui dispose d'un microscope à fond noir pour certains examens directs de mycologie, parasitologie. Et en fait, les techniciens du laboratoire ont cette expérience-là et quand on leur demande, on fait oui, nous on le fait parce qu'on aime bien. Et en fait, le gros avantage des examens directs, d'une façon générale, c'est qu'on a la réponse en 30 secondes, quoi. Enfin, le temps de la préparation, éventuellement de la coloration, contrairement à une PCR même, ou encore pire, un diagnostic par culture ou une sérologie. Et donc, c'est vrai qu'on aime bien quand on a une ulcération. Des fois, on a, par exemple, des ulcérations un peu au niveau de la bouche, dans la bouche, un peu suspectes, ou alors on n'est pas toujours très, très certain. Et c'est vrai que des fois, c'est très rentable, même sur des lésions cutanées, parce que dans les syphilides, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bactéries. Et ça nous arrive de faire des diagnostics comme ça. Bon, après, c'est vrai que c'est un peu anecdotique et que on le Ouais, fait mais à la justement, sortie. dans le cadre du diagnostic rapide, peut-être, tu nous en as pas parlé, mais peut-être que vous avez ça à la Pitié, nous on l'a pas, les trodes syphilis pour les premiers épisodes de syphilis, justement. Ouais, c'est ça. Alors en fait, nous, on n'utilise pas les TROD parce que enfin, globalement, dans les patients qu'on dépiste beaucoup, qui sont souvent des Voilà. HSH multipartenaires avec déjà un antécédent d'IST assez Voilà. important, les TROD détectent, c'est un test tréponémique qui en fait est positif à partir du moment où on a fait un premier épisode. Et c'est vrai que ça discrimine pas les gens qui feraient des réinfections et c'est un peu la grosse limite de ça. Donc nous, on les utilise pas. Après, bien sûr, je pense qu'il y a dans le dépistage de gens jamais dépistés à qui il faudrait proposer un traitement éventuellement, ça garde une place importante. Oui. Ouais, c'est clair. C'est vrai qu'on n'a pas trop l'expérience, mais ça peut être utile en effet pour des personnes sur un premier épisode qui soit symptomatique ou asymptomatique. Le TROD, ça peut être intéressant. Sur une éruption cutanée, par exemple, moi j'ai eu l'expérience à La Réunion, un rash très typique et le TROD confirme rapidement. Il y a toujours pareil, il y a une petite latence aussi entre les signes et la positivité du TROD. Alors la LGV, c'est vrai que bon, merci d'en avoir parlé puisque c'est une entité chère à nos équipes bordelaises. Donc tu as bien montré les deux formes cliniques, la forme historique avec l'adénopathie inguinale et la forme émergente des années 2000 avec la forme rectale. C'est vrai que sur le diagnostic, tu as parlé de séro, mais après sur un diagnostic biologie moléculaire, est-ce que tu peux préciser un peu les subtilités entre des rectites chlamydia et des rectites LGV ou... Ah oui, sur les sérotypes, Ouais, oui, oui, oui. ouais.
Bah, tu seras très à même de compléter puisque tu fais partie du CNR des infections sexuellement transmissibles et Non, mais bien. c'est vrai que sur une PCR standard, c'est difficile de les différencier et dans ces cas-là, alors je ne sais pas pour nos confrères du Sud, donc on peut faire la sérologie, c'est vrai que c'est pas mal si elle est très élevée, mais après on a des PCR qui peuvent différencier les types L, donc LGV, versus non L, donc DAK, qui vont faire des rectites beaucoup moins symptomatiques. Ouais. Alors après, tu as des petites questions à la volée et je pense que tu vas être à l'aise. Je vais Ouais. juste me permettre de compléter parce on s'est quand même rendu compte qu'il y avait depuis notamment quelques années beaucoup de rectites qui ressemblaient à des LGV, enfin, c'est-à-dire très symptomatiques, mais Ouais, dues à des souches non L. Donc oui, c'est vrai qu'il y a quand même. Et par ailleurs, le typage des souches est quand même en pratique très compliqué, c'est-à-dire que la plupart des laboratoires ne le font pas et que ça nécessite de faire transiter des échantillons et c'est qu'en le CNR, général, on a la réponse à la question après le traitement, quoi. les mauvaises langues. Non, 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 c'est pas une question de votre On rend la rate. réponse, on s'engage à rendre la réponse en 48 heures, mais ça, c'est une Oui, mais, discussion. oui, mais faut-il avoir le temps d'envoyer les prélèvements et tout ça? Oui, 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 oui. Hmm. Et c'est vrai que Alors, les durées de traitement, on a tendance à les calquer quand même sur la sévérité des symptômes au départ. oui, donc là, ça répondrait à la question des diagnostics syndromiques. Si c'est très symptomatique, on fait 3 semaines. Hmm. Et si c'est asymptomatique ou possi, on fait 7 jours. Des questions rapides à la volée parce que tu ne l'as pas abordé, mais j'y reviendrai. Est-ce que Mycobalaena solitarium est une cause d'IST? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il y a un débat sur la pathogénicité du germe Mycoplasma genitalium parce qu'on pense que on peut Réponse avoir rapide, parce un... qu'il y a plein de questions. Alors, oui ou non? Ah oui, oui, Mycoplasma génitalium Ah, donne effectivement des IST, notamment des urétrites et des anites. Oui. alors, Anit, c'est débattu, mais urétrite, Mm. c'est moins débattu. Anit, il y a un papier qui montre que peut-être pas. Mais donc, il y a eu 2 fois cette question. Est-ce que VHA est une IST? Tout à fait. Il y a des transmissions d'hépatite A sexuellement transmissibles, en particulier chez les HSH. Et d'ailleurs, il y a une recommandation vaccinale au-delà du fait de vivre dans une zone endémique ou de voyager dans une zone endémique. Quand on est HSH et qu'on a des pratiques sexuelles, on doit être vacciné contre l'hépatite A. Tout à fait. Question sur justement la vaccination papilloma. Y a-t-il un intérêt de vacciner contre le papilloma après 30 ans? Réponse rapide. Bah, à titre personnel, je pense que oui. Après, les données sont pas toutes très claires là-dessus, mais moi, je pense qu'il faut. Je pense que ça vaut le coup de vacciner des gens qui ont plus de 30 ans. Ouais, ça vaut le coup, mais après, c'est vrai qu'on est hors recommandation Par pour ce recommandation. qui est pour ce qui est de la France. Alors après, la question, c'est vrai, à l'échelle européenne et mondiale peut se poser. Est-ce que vous voyez souvent des gonococcies généralisées? Non, on en voit peu, mais ça nous arrive. On voit des arthrites. Le professeur Com dit qu'il en voit beaucoup. Vous n'êtes pas dans le même service? Ok. On a un biais de recrutement effectivement en hospitalisation parce que les formes graves arrivent probablement beaucoup plus chez nous, mais sur la totalité des IST qu'on voit, non, évidemment, ça représente une infime minorité des cas, heureusement, mais ça existe, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, nous, on en voit régulièrement. On en voit au moins une fois par mois, au moins sous la forme d'une arthrite à gono. On en voit quand même plus souvent. Et parfois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. Par exemple, un gros genou chez une femme de 40 ans, les rhumatos vont partir plutôt sur une spondyloarthrite que sur une infection à gono. Hein. C'est qu'après moult examens qu'on va penser à le rechercher. Alors après, il y a des questions plus techniques. Alors je ne sais pas si tu sauras y répondre, mais je te la pose quand même. Peut-être que Didier pourra dire. Est-ce que tu sais si les techniques d'amplification des acides nucléiques duplex et triplex sont facilement accessibles en Afrique? Non, c'est vrai que je ne vais pas pouvoir répondre de façon très intelligente à cette question, mais peut-être Didier peut compléter. Non, en tout cas, c'est extrêmement compliqué. Nous, pour toutes les études que nous menons actuellement, on le fait avec Bichat, avec l'équipe de Diane Descamps et de Charlotte Charpentier. Mais probablement qu'il doit y avoir quelques expériences Voilà, j'ai vu que dans les participants, il y a Dr. Erland. Si elle a une réponse, elle est biologiste, elle pourra toujours envoyer sa réponse dans la discussion. On peut, voilà. Mais je sais que c'est très, très difficile. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Super, ouais, ouais, bien sûr. D'où la place, alors on n'aura peut-être pas le temps de l'aborder, mais ça fera la transition d'une question de monsieur ou madame Tevy de l'ADEME, de la prise en charge syndromique sans confirmation biologique, hein, avec la problématique du bon usage des anti-infectieux, où on peut avoir un diagnostic d'une bactérie, on traite cette bactérie, plutôt que
comme vous l'avez proposé avant Didier, peut-être faire un traitement avec 3 antibiotiques alors que peut-être qu'il n'y a qu'une bactérie sur place. Mais ça, c'est toute la problématique du diagnostic syndromique, du diagnostic étiologique et du traitement qu'on va faire syndromique ou adapté. Donc, je n'ai pas d'autres questions à poser, je crois. Je pense que j'ai tout balayé. Si j'avais oublié certains, je suis en train de vérifier. J'espère que vous m'excuserez. On est parfaitement dans le temps. Merci encore Romain pour ta présentation et ta réponse très claire aux questions et très dans le timing. C'est super. Et je pense que je repasse la parole à Gilles. Merci beaucoup à tous les deux. C'était super. Et on va passer à la dernière présentation de cette séance qui va être faite par Charles. Donc, vous l'avez déjà entendu, Charles, mais Charles Cazenave est un praticien hospitalier de Bordeaux. Il est responsable d'une unité fonctionnelle d'une trentaine de lits au service des maladies infectieuses et tropicales du CHU de Bordeaux. Il est également professeur des universités depuis septembre 2016. Ses intérêts sont surtout les infections VIH, IST et la PrEP. Je vais donc passer la parole à Charles, qui va commencer comme les autres orateurs par un petit sondage. Merci Charles. Merci beaucoup Gilles. Donc je pense que c'est notre collègue qui va lancer le sondage ou c'est moi, je ne sais plus. Ah ça y est, voilà. Alors, parmi les antibiotiques suivants, excusez-moi, hop, j'essaie de me mettre comme ça, contre lequel ou lesquels le gonocoque peut présenter des résistances acquises. Donc, ça sera toute la problématique du topo. Cefixime, ceftriaxone, azithromycine, ciprofloxacine ou bien tétracycline. Donc des antibiotiques qu'on utilise régulièrement pour traiter de façon adaptée ou syndromique les IST. Deuxième question, parmi les antibiotiques, lequel ou lesquels et ou sont toujours actifs sur Chlamydia trachomatis? Azithromycine, doxycycline, ofloxacine, amoxicilline acide clavulanique, ceftriaxone, et troisième question, concernant la syphilis, parmi les antibiotiques suivants, lequel ou lesquels peuvent être utilisés sans crainte de résistance? La benzatine benzylpénicilline G en intramusculaire, la pénicilline G non retard par voie intraveineuse, la ceftriaxone, la doxycycline par voie orale ou bien l'azithromycine par voie orale à forte dose. Je pense qu'on va pouvoir, Rachid, solliciter les réponses. Alors, à la première question, parmi les antibiotiques, lesquels peuvent présenter des résistances acquises? Bravo, vous avez bien écouté ce que vous a dit Didier en introduction avec la ciprofloxacine qui arrive en tête. Alors, vous avez peut-être un peu moins écouté Romain, puisque vous mettez quand même la ceftriaxone à 30%. Dieu merci, ça reste des cas rarissimes. Deuxième question sur le chlamydia. Quels sont les antibiotiques toujours actifs? Donc là, bravo encore, parce qu'en numéro 1 à 81%, vous mettez la doxy, qui est pour moi l'antibiotique de référence sur le chlamydia. Et en 2, l'azithromycine, qui reste un antibiotique utilisé. On verra pourquoi, du moins dans les pays du Nord, on va plutôt privilégier la doxy à l'azithro. Et bravo pour ne pas avoir mis en avant Augmentin et ceftriaxone qui ne marchent pas. Et on verra la place de l'ofloxacine. Et enfin, la syphilis. Alors, ça a disparu de mon écran. J'ai peut-être fait une fausse manip. La syphilis, j'ai vu qu'en premier, vous avez mis la benzatine pénicilline G. Ah, pardon, c'est peut-être moi qui fais une fausse manip. Donc, bravo, là aussi. On y
y reviendra, mais c'est très bien aussi d'avoir mis en dernier l'azithromycine, puisque ça va être celui-ci qui va présenter vraiment des soucis avec la syphilis, alors que les 3 autres, ça passe. Merci beaucoup. Donc, voilà, je vais clôturer cette session que j'ai eu le plaisir d'élaborer avec donc la partie thérapeutique. Le challenge a l'air de la multi ou de la résistance, hein, parce qu'il ne faut pas non plus être totalement défaitiste. Toutes les bactéries ne sont pas multirésistantes et on le verra. Donc, voici mon compte Twitter pour ceux qui sont sur Twitter, où j'anime parfois je pose parfois des questions sur les IST. Donc, voici une petite vue du bassin d'Arcachon, hein, qui est attenant, on va dire, à la ville de Bordeaux, entre Bordeaux et l'océan Atlantique. Donc, ça, c'était il y a quelques jours. En ce moment, comme l'a dit Gilles, on a plutôt de la pluie et des orages en Europe. Et donc, mes affiliations, CHU, Université de Bordeaux. Et comme l'a dit tout à l'heure Romain, on a à Bordeaux une partie du Centre national de référence des IST bactériennes, et notamment pour chlamydia et les mycoplasmes urogénitaux. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions tout à l'heure sur les mycoplasmes, donc j'en dirai juste un petit mot. Alors, juste également pour faire la promotion, et ça, vous le savez, de notre ouvrage collectif VIH, hépatite virale et santé sexuelle, et notamment la partie santé sexuelle, où j'ai eu l'honneur de rédiger la partie sur les IST à la demande donc de Madame Katlama, qui est donc notre grande papesse de ces réunions. Alors actuellement, c'est très bien parce que ça fera la boucle est bouclée par rapport à tout ce qui a été dit par Didier et Romain. On assiste à une recrudescence de toutes les IST. Alors moi, je vais vous les présenter de façon plus sympathique avec des peluches, que ce soit des IST historiques comme chlamydia et gono, mais également, et ça c'est un point très spécifique de cette présentation, et monsieur et Didier du moins l'a signalé tout à l'heure, la particularité du trichomonas qu'on va retrouver de façon importante dans les pays du Sud par rapport aux pays du Nord. La syphilis, dont je reparlerai, qui chez nous avait disparu à la fin des années 90 et qui fait son grand comeback avec actuellement une explosion de syphilis post-déconfinement, du moins en France, et je ne sais pas si c'est le cas en Suisse. Et bien évidemment, ne pas oublier les IST virales dont on parle moins dans ces topos, mais bien évidemment l'herpès, ici, le papilloma, dont a parlé Romain, et également les hépatites virales. Alors, bien évidemment, le débat n'est pas sur l'hépatite B. Alors, le débat a peut-être porté sur l'hépatite C, mais c'est vrai que pour moi, l'hépatite C est une IST, du moins chez les HSH, et comme l'a dit Romain également, l'hépatite A. Et bien évidemment, la dernière bactérie qui est chère à Bordeaux, après chlamydia, qui est Mycoplasma genitalium, qui n'a pas encore sa petite peluche. Et donc, voilà une microscopie électronique de cette petite bactérie sans paroi. Alors, pour se mettre en bouche avant le dîner, je ne sais pas si on est tous au même horaire, en France, il est 18h19. Donc, ce que a dit Didier en introduction, c'est qu'environ 1 million d'IST sont diagnostiqués par jour dans le monde, avec des infections anciennes, mais d'autres émergentes, comme Mycoplasma genitalium, qui posent parfois des problèmes de multirésistance qui vont pouvoir réduire les options thérapeutiques. Donc là, je vais faire un focus sur les 4 principales IST qui, pour moi, sont d'intérêt, à savoir chlamydia, gonocoque, syphilis, trichomonas, et un petit mot, bien évidemment, sur le mycoplasme, mais très succinct, car finalement, à la fois les moyens diagnostiques et de la résistance ne sont pas accessibles dans tous les pays de façon égale. Alors, chlamydia, Romain vous en a parlé rapidement, c'est une bactérie intracellulaire obligatoire, comme vous le voyez ici, où vous allez voir au sein d'une cellule plusieurs formes de bactéries qui peuvent être des corps élémentaires, des corps réticulés, qui vont se multiplier, ça va exploser, et il va y avoir une contamination de cellule à cellule de ces différentes formes de chlamydia. C'est le premier agent d'IST bactérienne dans le monde, et les antibiotiques de choix sont dans les 3 classes suivantes, les cyclines, les macrolides et finalement les fluoroquinolones qu'on n'utilisera quasiment jamais. Les résistances acquises, bonne nouvelle, sont exceptionnelles. Alors voici ici les CMI des 3 classes dont je vous ai parlé, tétracycline, macrolide et quinolone.
Donc, on voit que l'azithromycine est l'antibiotique pour lequel les CMI sont le plus bas. C'est pour ça que c'est l'antibiotique qui a été choisi, en plus d'une demi-vie longue. La doxycycline, on y reviendra. Et enfin, vous voyez que les quinolones, et notamment l'ofloxacine, ne sont pas forcément des super antichlamydia, avec des CMI un peu plus hautes. Et pour les raisons écologiques que vous évoquiez tout à l'heure dans le chat, on va essayer de moins utiliser ces antibiotiques. La résistance acquise aux cyclines, elle n'a pas été rapportée à ce jour, et aux fluoroquinolones, in vivo non plus, et in vitro, on a pu sélectionner des mutants résistants sur des travaux notamment à Bordeaux, mais vous voyez que ces travaux sont assez anciens et que la problématique de la résistance à ces deux classes n'est pas un problème. Pour les macrolides, également exceptionnellement in vivo, des résistances ont été rapportées. Alors, quand on parle de résistance aux macrolides, en général, c'est au niveau de la cible, c'est-à-dire des mutations au sein de la boucle centrale du domaine 5 de l'ARN ribosomique 23S, en particulier dans les positions que vous voyez ici, 2057, 2058 et 2059. Mutations qui peuvent être sélectionnées in vitro lorsqu'on multiplie les bactéries à des concentrations subinhibitrices de l'antibiotique. Et donc, voici des références qui rapportent tout cela. Donc, chlamydia, check, OK. Gonocoque, dont vous a parlé Romain avec la microscopie. Là, attention, warning. Donc, on rappelle que c'est un coccigramme négatif diplocoque, comme vous le voyez ici en intracellulaire, et comme vous voyez ici en microscopie électronique, en graines de café. C'est une bactérie fragile et fastidieuse, donc la culture, il faut faire de la culture, c'est sûr, mais elle est beaucoup moins sensible que les tests avec amplification des acides nucléiques qui ont révolutionné le diagnostic, comme l'a dit Romain, avec beaucoup de diagnostics de forme asymptomatique. Mais néanmoins, faites des cultures avec antibiogramme. L'antibiotique de choix, je l'ai mis au singulier pour moi, c'est la ceftriaxone. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toujours simple de faire une intramusculaire, mais si vous faites de la ceftriaxone, vous êtes tranquille sur la résistance. Les alternatives, on y reviendra très brièvement à la fin si j'ai le temps. Les résistances acquises sont progressivement apparues dans le temps, comme vous le voyez sur cette frise de Unemo, qui est un des référents de la résistance du gonocoque, avec l'évolution de la résistance du gono depuis les années 30. Donc, dès qu'un nouvel antibiotique est apparu, bam, quelques mois ou quelques années après, la bactérie est devenue résistante. Vous voyez ici l'exemple des sulfamides, l'exemple de la pénicilline, l'exemple de la spectinomycine, and so on, pour arriver dans les années 2010 à des gonocoques résistants au C3G, à l'azithromycine, à la doxycycline et au fluoroquinolone, ce que l'on appelle des untreatable gonorrhea ou gonocoque XDR, pour XDR, donc extensively drug resistant ou ultra résistant, les fameuses bactéries qui nous font peur, où l'on est dans des impasses thérapeutiques parfois. Alors, brièvement, gonocoque et pénicilline, il faut rechercher systématiquement, lorsqu'on fait un antibiogramme, une bêta-lactamase, et donc qui va permettre de détecter une sensibilité diminuée aux pénicillines en fonction de la CMI à la PNIG. Alors, il y a différents cut-offs que vous voyez ici pour classer sensible, intermédiaire ou résistant. Bien évidemment, s'il y a une pénicillinase, ça sera de principe résistant. Et il y a d'autres mécanismes de résistance qui peuvent entraîner donc une résistance intermédiaire éventuellement. On va surtout retenir les C3G, c'est surtout ça qui nous intéresse, que sont cefixime et ceftriaxone, avec une seule valeur à retenir, 0,125. Inférieur ou égal, on est sensible, supérieur, on est résistant. Pourquoi ? Vous verrez juste après. Donc, en gros, la résistance à la pénicilline, 80% des cas. Donc, on oublie amox et amoxacide clave pour traiter un gono, mais ça, on le sait depuis très longtemps. Alors, gonocoque et cefixime, rappelez-vous mon cut-off. Ma barre, je la mets à 0,125. D'accord ? Donc, tout ce qui est en dessous de 0,125, c'est sensible. Tout ce qui est au-dessus, c'est be careful. Et donc, au-dessus de 0,125, on voit qu'on a eu un peu chaud aux fesses en 2012, puisqu'on avait, du moins en France, 3% de gono qui étaient donc résistants à cette céphalosporine qui a l'avantage d'être prise par voie orale et qui était beaucoup prescrite par nos confrères médecins, parce que 2 comprimés, c'était plus simple qu'une injection intramusculaire. Donc là, on a fait un gros travail d'éducation pour arriver, vous voyez maintenant, dans les années plus récentes, à finalement des gonocoques résistants à la cefixime qui sont beaucoup moins importants.
Au niveau européen, on a les mêmes données. Vous voyez ici le cut-off à 0,125 et on voit que dans les années 2017 à 2016, la majorité des gonos ont des CMI ultra basses à la cefixime, ce qui est une bonne nouvelle. La ceftriaxone, qui est donc l'antibiotique de référence, avec mon cut-off qui est toujours placé à 0,125, et vous voyez que la majorité des souches sont sensibles, avec même des valeurs de CMI très basses, de l'ordre de 0,002, donc l'antibiotique de choix. In fine, en France, on a décrit que 2 souches résistantes à la ceftriaxone, c'est-à-dire des CMI supérieurs à 125 récemment, une en 2017 et une en 2019. Et celle de 2019 était une souche d'un patient qui s'était contaminé, comme l'a dit tout à l'heure Didier, en Asie du Sud-Est et je crois au Cambodge. En Europe, si l'on regarde pareil notre curseur, on voit qu'à 0,016 vont se trouver la majorité des souches, et c'est une bonne nouvelle. Entre 0,32 et 0,125, on voit que le nombre de souches dans cette zone grise est en train de diminuer. Et finalement, au-dessus de 0,125, au niveau européen, il y a eu très peu de souches résistantes, et une seule en 2017. Donc pour l'Europe, on est tranquille avec la ceftriaxone. Pour le reste du monde, on verra, c'est peut-être un peu plus incertain. Donc le traitement de référence est donc la ceftriaxone en injection. Excuse-moi Charles, je peux t'interrompre juste, il y a une question par rapport à CMI. Est-ce que tu peux juste expliquer à l'audience ce que c'est la CMI? Ah pardon, c'est vrai, je suis passé un peu vite, excusez-moi, désolé. Ouais. La concentration minimale inhibitrice, c'est-à-dire la plus faible concentration d'antibiotiques qui va inhiber la pousse en milieu liquide. Donc là, c'est des dilutions que l'on va déterminer en milieu liquide et qu'après, on peut extrapoler à partir des diamètres en milieu solide. Désolé, c'est vrai que je suis passé un peu vite, c'est mon côté bactérieux. Désolé. Merci Gilles. Alors, j'essaie de regarder justement, comme l'a fait Didier, la résistance du gonocoque en Afrique. Et donc, on voit qu'il y a quand même pas mal de papiers, alors soit chez des travailleuses du sexe ici au Burkina Faso, soit au Kenya. Et j'ai trouvé le papier le plus intéressant dans la littérature récente, qui était celui de la résistance du gonocoque chez les hommes à haut risque sexuel en Afrique du Sud. Donc, très bien documenté dans une revue assez prestigieuse de microbio. Donc, ils ont analysé 51 hommes qui avaient un écoulement urétral. 42 étaient positifs au gonocoque. Il y avait soit des hommes qui avaient beaucoup de partenaires ou soit des hommes qui avaient des relations avec les hommes. Et là, on voit des chiffres de résistance à la ciprofloxacine et à la tétracycline supérieurs à 3/4. Didier, tout à l'heure, a porté même un chiffre à 90% pour la ciprofloxacine. En revanche, vous voyez que la résistance à la pénicilline est un peu moindre qu'au nord, puisqu'on était à 1/3. Et la bonne nouvelle dans ce travail où il y a beaucoup de résistance, c'est que toutes les souches étaient sensibles au C3G, à la spectinomycine. Alors moi, c'est une question que je poserai à l'audience, à savoir, est-ce que vous avez la spectinomycine? Car nous, en France, et peut-être en Suisse, on ne l'a plus et on l'a remplacée par la gentamicine. On voit que la résistance à l'azithromycine, elle est à peu près comme en France, j'y reviendrai. Elle est assez faible, mais elle existe de l'ordre de 15%. Et la conclusion de ce papier rejoint ce qui a été dit dans le chat tout à l'heure, c'est que l'introduction et la surveillance de la résistance est importante, y compris dans le sud, afin de détecter l'émergence de bactéries ultra-résistantes. Alors, bien évidemment, le rêve ultime serait d'en arriver là. Et là, c'est par exemple, alors je ne sais pas, j'avais fait une animation, mais elle est cachée par mon truc. Mais donc ça, c'est par exemple justement la personne chez qui on s'attendrait à avoir une bactérie multirésistante. Et c'est un petit clin d'œil à Alexandre, parce que c'est un de nos patients qu'on a vu récemment, qui est un jeune HSH prépeur avec une urétrite, la deuxième en 3 mois. Et voilà l'antibiogramme. Donc, comme l'a dit Romain, vous faites votre PCR, mais là, sur les couvillons, j'avais également demandé, grâce à des milieux de transport qui permettent de faire les deux, une culture. Et vous voyez que là, il n'était pas TOTO-R, mais TOTO-S. Comme quoi, ce Graal de la multisensibilité peut être accessible et donc peut-être la fin de la multirésistance. C'est un rêve. Comme disait l'autre, j'ai un rêve. La syphilis, donc c'est un spirochète, donc une forme spiralée, comme vous le voyez ici en microscopie électronique,
plus exactement Treponema pallidum subspecies pallidum. C'est une bactérie qui est non cultivable, donc pas d'antibiogramme. Les antibiotiques de choix, ça va être essentiellement la benzatine benzylpénicilline G ou extensiline, avec des alternatives que sont la doxy, la ceftriaxone et l'azithromycine. Mais finalement, l'azithromycine tombe à l'eau, puisque la résistance acquise de la syphilis est essentiellement à l'azithromycine, comme vous le voyez ici, avec les premiers cas décrits dès la fin des années 70, toujours pareil, mutation de la cible, donc l'ARN R23S, avec des chiffres qui sont à donner le vertige, puisqu'en France, on est à 90% de résistance et en Chine à 100%. Alors, je n'ai pas regardé exactement les chiffres en Afrique, je suis désolé, mais quoi qu'il en soit, il faut oublier l'azithromycine pour traiter les syphilis, même à forte dose, et plutôt privilégier le traitement le plus simple, à savoir une injection d'extensiline à 2,4 mg. Alors, Trichomonas vaginalis, c'est important d'en parler ce soir, puisqu'en fait, ce parasite protozoaire flagellé à réservoir strictement humain est une IST non virale la plus fréquente dans le monde, et on l'oublie souvent de la citer, particulièrement dans les pays du Sud, avec des symptômes à type d'écoulement et de prurites vaginaux chez les femmes et d'urétrite chez les hommes qui ont des relations avec les femmes. Donc, le plus simple pour le diagnostiquer, c'est tout bête. C'est un examen à l'état frais. Vous allez voir le parasite ici. C'est très joli quand j'étais interne au labo, qui bouge sur la lame. Alors, en coloration, c'est plus dur. Alors, on peut s'aider des flagelles pour le reconnaître, mais c'est plutôt à l'examen à l'état frais qu'on va le diagnostiquer. Et pour répondre également à la question, maintenant, on a des PCR pour détecter Trichomonas dans les pays qui ont perdu l'habitude de le faire par ces techniques-là. Le traitement de choix, ça va être les azolés, donc le métronidazole en monodose à 2 grammes, et les alternatives étant la tinidazole et secnidazole. Alors, la résistance acquise, pour moi, je suis tombé des nues en faisant ce topo, parce que je ne savais pas que ça a été décrit chez Trichomonas vaginalis, et donc j'ai dit mythe ou réalité. Et en effet, la résistance acquise en pratique, il y a beaucoup de travaux, et notamment ici, je vous les ai mis, des travaux récents dans Parasitologie, dans le Journal européen de dermato, et notamment dans Parasitologie, une méta-analyse sur 58 articles, qui montrent qu'il peut y avoir de la résistance à Trichomonas, plutôt décrite avec le métronidazole que le tinidazole. Et selon les auteurs des papiers, c'est plutôt ce qu'on appelle une résistance relative. C'est plus des échecs cliniques que de réels échecs microbiologiques, même si des mécanismes de résistance acquise du Trichomonas au métronidazole sont décrits. Et parfois, la résistance est également liée, comme l'a dit tout à l'heure Romain, à un problème de co-infection, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer Trichomonas, on va peut-être oublier un autre agent, comme par exemple le mycoplasme, et qui peut être responsable de l'écoulement persistant. Donc, en cas d'échec, ce que l'on propose, c'est de faire du métronidazole ou du tinidazole à 2 grammes par jour pendant 7 jours, ou bien d'autres alternatives qui sont d'associer le tinidazole à 2 grammes par jour à du tinidazole intravaginal. Alors moi, on ne l'a pas disponible en France. Nous, on a plutôt des ovules de métronidazole, ou bien du tinidazole à forte dose avec de la paromomycine intravaginale. Et ça, par exemple, c'est quelque chose que l'on n'a pas de disponible en Europe. Alors, je ne sais pas s'il est disponible dans les pays du Sud. Alors, comme je disais, je vais quand même dire un mot de Mycoplasma genitalium, qui est donc une bactérie sans paroi, donc résistante naturellement aux antibiotiques qui agissent sur la paroi, comme les bétalactamines. C'est un agent reconnu et émergent d'IST, comme le disait Romain. Donc, chez les hommes urétrites, la rectite, finalement, elle est un peu remise en question sur des travaux assez récents. Je n'aurai pas le temps d'y revenir. Urétrite chez les hommes, cervicite ou infection génitale haute chez les femmes. Et ce qu'a dit tout à l'heure Didier, c'est vrai dans les deux sens. C'est vrai que chez les patients VIH, on trouve plus de génitalium, mais inversement, chez les femmes avec une infection chronique à génitalium, il y a un risque accru d'acquisition du VIH. Et je trouvais ça intéressant également dans un topo où on a beaucoup de personnes des pays du Sud. Alors, quels sont les antibiotiques de choix en 2021 ? Je serais bien mal placé pour vous le dire, car on est vraiment sur la bactérie qui a le plus de mécanismes de résistance de toutes celles que je vous ai citées jusqu'alors, et notamment, comme l'a dit Didier tout à l'heure, azithromycine, mais aussi fluoroquinolone. Alors, la résistance aux macrolides, c'est toujours pareil, les mutations, particulièrement induites par les traitements monodoses d'azithro, donc c'est pour ça qu'on va éviter de les utiliser chez nous, et plus de 50% dans certaines régions et populations à risque, je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Et il y a également une émergence de la résistance au fluoroquinolone,
par des mutations de la cible. Et là, ce taux augmente et il est parfois supérieur à 20% dans certaines régions d'Asie, et notamment au Japon, où il y a une grosse utilisation des fluoroquinolones de type moxifloxacine. Alors, on arrive à ce qu'on appelle le concept de génitalium XDR, donc c'est-à-dire résistant aux macrolides et aux fluoroquinolones, avec parfois des impasses thérapeutiques. Alors, voilà la carte du monde de la résistance aux macrolides. Alors, on n'a pas beaucoup de données en Afrique. On en a en Afrique du Sud à 10%. En France, vous voyez qu'on est à plus de 30%. Et vous voyez qu'en Australie, et notamment chez les HSH, on a 80 à 100% de résistance aux macrolides qui sont beaucoup utilisés chez les gays parce que c'est un antibiotique facile et notamment pour traiter le chlamydia. Donc actuellement, on utilise de moins en moins de macrolides dans ces populations-là. Et donc le traitement, je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais en théorie, il faudrait qu'il soit guidé par la recherche de résistance. Et la recherche de résistance, comme c'est une bactérie non cultivable, va reposer sur des tests génotypiques de résistance. Alors pour terminer mon topo, si je reprends les 4 frères Dalton, en allant du chlamydia jusqu'au trichomonas, finalement, les 2 qui vont nous poser des problèmes de résistance, ça va être en premier le gonocoque avec ces fameuses souches XDR rarissimes. En France, on a des chiffres de l'ordre de 60% de résistance aux quinolones, 60% de résistance aux tétracyclines et azithromycine, 7%. Et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est qu'on n'a quasiment aucune souche résistante au ceftriaxone. La syphilis, finalement, à part l'azithromycine, tout va bien. Je suis désolé, j'ai des hélicos qui passent. J'espère que ça ne dérange pas trop, sinon je vais fermer la fenêtre. Et donc, le traitement du gonocoque, je le redirai tout à l'heure, c'est la ceftriaxone. La syphilis, c'est la benzalkène-benzylpénicilline et pas l'azithromycine. Et enfin, trichomonas vaginalis, on va être sur une résistance relative aux azolés qu'on peut contourner en augmentant la posologie. Chlamydia trachomatis, résistance exceptionnelle. Donc, les traitements de référence sont pour trichomonas vaginalis le métronidazole à 2 grammes. Et pour chlamydia, je dirais plutôt la doxycycline dans un objectif d'épargne de l'azithromycine pour limiter la résistance de génitalium. Donc voilà le tableau récapitulatif de ces principales bactéries que vous retrouverez dans le livre de la Fravie. Je fais encore un peu de pub, avec donc gono, chlamydia, mycoplasme et trichomonas, les traitements de première intention et les alternatives. Donc pour le gonocoque, comme je disais, gentamicine ou spectinomycine s'il est disponible. En conclusion, pour éviter la résistance, il faut utiliser les antibiotiques à bon escient et avec parcimonie. Ça, c'est vrai pour toute antibiothérapie, ce n'est pas spécifique au MST. Il faut essayer de documenter le plus possible une IST. Alors, on est à la frontière entre le diagnostic syndromique et le diagnostic étiologique. Je suis bien conscient de tout cela. Et il va falloir surtout faire un focus sur les 2 bactéries à risque de multirésistance, le gonocoque, et essayer de faire le plus possible d'antibiogrammes pour pouvoir documenter la résistance. Et enfin, donc, si vous connaissez votre épidémiologie locale de la résistance, vous pourrez mieux ajuster vos traitements probabilistes ou syndromiques qui sont pour nous sur un écoulement urétral, pour conclure, qui vont être ceftriaxone et doxycycline, l'un couvrant le gono et l'autre couvrant le chlamydia. Et bien évidemment, comme l'a dit Didier, pensez également au trichomonas dans les pays où le trichomonas est très prévalent. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Charles, pour cette très, très belle présentation. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes pour des questions et des réponses. On n'a encore pas beaucoup qui sont arrivés sur la plateforme. J'en profite pour te poser, moi, une question. Ton avis sur le test of cure, hein, ça veut dire dans quelle situation est-ce qu'on peut clairement recommander un test de contrôle d'un frottis après un traitement? Ouais. Le test of cure, donc le test d'éradication, donc ça c'est quand on utilise des tests d'amplification des acides nucléiques. Honnêtement, si on fait le bon traitement du chlamydia et du gonocoque, même si les recommandations, en effet, je vois pourquoi tu me poses la question, les recommandations européennes positionnent systématiquement le test of cure pour le gonocoque. Honnêtement, moi je pense que pour chlamydia et gono, il n'y a pas vraiment besoin de faire. Pour chlamydia, ce que je recommande plutôt, c'est de faire un test à 3 mois plutôt qu'à 6 semaines, qui serait plus pour moi un test de recontamination. Parce que chez les jeunes femmes, notamment à risque de recontamination, c'est peut-être plus intéressant de savoir si elles se sont recontaminées que de savoir si on l'a éradiquée, puisqu'il n'y a aucune résistance acquise du chlamydia. Donc ça, ce n'est pas le souci. Le gono, finalement, si tu fais une C3G, pour moi, il n'y a pas d'intérêt. Éventuellement, des gonos un peu particuliers dans la gorge
pourquoi pas contrôler. Alors par contre, là où il y a un intérêt du test of cure, c'est pour Mycoplasma genitalium, qui est donc, lorsqu'il est traité, une bactérie très difficile. Et là, c'est vraiment recommandé de le faire à 3 à 5 semaines à la fin du traitement parce que ça reste très longtemps positif. Je saute sur l'occasion, tu as parlé du gonopharyngé. Ouais. Et ça, c'était une deuxième question que je voulais te poser. C'est vrai qu'on parle beaucoup de ça. Quelles sont selon toi les différences dans la réponse au traitement du gonopharyngé versus génital? On sait entre autres que les recommandations du dosage, de la ceftriaxone notamment, ça a été un argument dans l'augmentation du dosage. Tu peux nous en dire deux mots? Tout à fait, oui. Le gonopharyngé, ça a beaucoup fait phosphorer parce que, voilà, on en a parlé, on dépiste de plus en plus, on en trouve de plus en plus au niveau de la gorge. Alors, bien évidemment, c'est des vrais gonos, ce ne sont pas des Neisseria saprophytes. Hein. La PCR différencie les Neisseria saprophytes du gonocoque, ça c'était une question qu'on avait beaucoup au début. Et par contre, en culture, on les a pratiquement jamais. C'est vraiment des très faibles quantités de gonos et quand on fait des cultures des antibiogrammes, c'est très souvent peu rentable. Donc, en fait, on sait très bien que la C3G orale a une très mauvaise biodisponibilité à ce niveau-là. Donc, la cefixime est prohibée. D'ailleurs, comme beaucoup des alternatives, on sait qu'elles sont moins efficaces, que ce soit la Spectino, que ce soit… Alors, la Cipro, c'est autre chose. Mais ces antibiotiques-là sont moins efficaces au niveau pharyngé et même la C3G est moins efficace. Donc, on a recommandé d'augmenter la dose de 500 mg à 1 g. Alors, il y a eu des débats. Est-ce qu'on fait avec une bithérapie à l'azithromycine? On a tranché avec un groupe d'experts, notamment français. On a fait une réponse européenne avec les dermatos et les infectios pour dire que nous, en France, on recommandait plutôt de faire 1 g de monothérapie de ceftriaxone, pas forcément besoin de mettre des macrolides. Donc, c'est tout ça, c'est des histoires de biodisponibilité et de diffusion, quoi. Bien, merci beaucoup. Pendant que je te pose la prochaine question, on m'a demandé de te demander de départager ton écran, comme ça on voit les pardon. grands. Voilà, pas de souci. Une question rapide. Gardnerella, une alternative au métronidazole? Point d'interrogation. Gardnerella, une alternative au métronidazole, pas vraiment. On va rester sur des azolés. Alors, ça peut être après du tinidazole, du stegmidazole, mais ça sera toujours des azolés. Alors, soit par voie orale, soit par voie topique ou des ovules, mais il n'y a pas vraiment d'alternative sur cette bactérie à ça, quoi. Et en général, ça marche très bien. Et puis, alors là, pour le coup, ce n'est pas une MST pour le Gardnerella, c'est plus la bactérie de la dysbiose. Voilà, on n'est pas sur une MST, c'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Très bien. Comme les autres mycoplasmes, d'ailleurs. Oui. Une autre question très concrète, la dose exacte d'azithromycine contre le chlamydia, 1 g ou 2 g? Ah non, 1 gramme. Surtout pas 2 grammes. Alors 2 grammes, c'était des schémas pour traiter des gonocoques et des syphilis. J'ai été bien clair, on oublie. On peut garder encore l'azithro 1 gramme sur le chlamydia, mais le souci, c'est qu'on va induire de la résistance du génitalium à ce moment-là sur le macrolide. Donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de basculer systématiquement sur de la doxy 7 jours, avec l'inconvénient que justement, en termes d'observance, c'est plus compliqué. Mais 2 grammes, ça n'a aucun intérêt sur chlamydia. Très bien, une question par rapport à la syphilis non symptomatique. Comment est-ce qu'on peut éviter les retraitements abusifs et donc alors c'est des tests tréphonémiques? Ouais, c'est vrai que c'est une très très bonne question. Ça, Romain l'a dit tout à l'heure, on assiste à des contaminations et recontaminations. Et finalement, l'interprétation des VDRL reste un petit peu compliquée. Alors, bon, de toute façon, on n'est jamais sur des urgences thérapeutiques, hein, si c'est une forme asymptomatique, juste une latente précoce ou une latente tardive. Alors, si on n'a pas d'antériorité, qu'on a des marqueurs positifs en signe clinique, bon, dans ces cas-là, les recours, en effet, c'est de faire les 3 injections en 1 semaine. Dans les autres cas de figure, on fait une injection et après, on suit le VDRL. Si on a des doutes, moi, je pense qu'on peut refaire un VDRL 15 jours après et voir comment il évolue. S'il est stable et qu'on a vraiment des doutes, pourquoi pas repartir sur une injection. Mais en effet, de traiter 3 fois les gens, finalement, on voit que ça ne change pas grand-chose. Et l'autre message important, c'est de certains patients VIH, je ne sais pas si Romain l'a remarqué, moi, j'ai des patients qui ont des VDRL cicatriciels très hauts, 4, 8, et j'en ai même à 16. Ça va peut-être vous faire peur, mais j'ai des patients qui ont des VDRL cicatriciels à 16 après 3, 4 syphilis. Donc, je le sais, je les ai traités bien et je reste sur mon 16 de référence. Et donc, s'ils augmentent de 2 dilutions, là, je dis que c'est significatif.
On a une question sur le traitement des IST chez la femme enceinte. La question, Ouais. c'est même molécule, même posologie. Je pense que tu peux peut-être dire pour le gono et la chlamydia. Ouais, ouais. Alors là, pour le coup, pour le chlamydia, alors là, on va plutôt basculer en effet sur l'azithromycine, même molécule, même posologie. Et pour le gono, aucun souci également pour faire de la ceftriaxone chez la femme enceinte. Bien évidemment, il faut les traiter parce que ça prévient beaucoup de choses et notamment les menaces d'accouchement prématuré. Ouais. Très bien. Qu'en est-il des traitements des IST à germes viraux? Je pense qu'on peut peut-être rappeler comment on traite un HSV. Tout à fait. Alors, vous pouvez regarder notre Bible d'Afravi, mais aussi on peut rappeler que c'est la cyclovir qui reste la molécule de référence. Valacyclovir, plus exactement, si on peut l'avoir, c'est beaucoup plus simple en termes de demi-vie. Donc, 500 mg 2 fois par jour pendant 10 jours en cas de primo et 500 mg 2 fois par jour en cas de recontamination. Et en cas d'infection répétée, on peut éventuellement proposer du valacyclovir 500 mg 1 fois par jour. Attention également à la résistance à la cyclovir qui peut exister et qui n'est pas toujours simple à documenter pour le coup. Alors là, après, c'est plus chiant de les traiter. Tout à fait. Et les autres IST virales, bon, ben, après, voilà, Romain en a parlé, c'est le papillomavirus et les hépatites virales. Très bien. On est à court de questions pour l'instant. Je peux peut-être rebondir juste sur la toute première question de la séance il y a très longtemps. On avait parlé des facteurs génétiques, Ah oui. les facteurs phénotypiques qui menaient plus fréquemment à une IST chez certaines personnes. Alors là, voilà, je rejoins Didier pour dire que c'était une excellente question que je me pose tous les jours parce qu'on va voir des patients, comme vous l'avez très bien dit, avec des risques similaires et qui vont faire certains 4 syphilis et d'autres 0 syphilis. Pareil pour des urétrites, il y en a, ils vont faire un seul rapport non protégé, voire même une fellation, ils vont se toper une urétrite. C'est très étonnant. Donc là, pour l'instant, moi, je n'ai pas de choses très claires. On a actuellement une grosse étude européenne qui est en cours sur les IST avec nos confrères allemands et notamment Hendrik Strick, que tu dois sûrement connaître, Gilles, à laquelle on participe différents centres européens, qui va essayer d'analyser un peu tout ça, et notamment sur le versant peut-être plus comportemental avec des auto-questionnaires, mais je ne suis pas sûr que les comportements nous permettront d'expliquer tout ça. Il y a peut-être d'autres raisons qui expliquent cela, et ça serait un des travaux tout à fait intéressants, comme l'a dit Didier, de susceptibilité. Alors après, je suis d'accord que l'infection VIH, elle joue peu, puisque maintenant, enfin, elle joue peu. Dans le nord, où on a majoritairement des patients qui ont restauré leur immunité, et dans le sud, je pense que c'est de plus en plus le cas quand les patients sont sous traitement. Donc, ça pouvait être une explication en immunodépression, mais là, je pense que ça l'est plus. Donc, ça va être des groupes sexuels à risque, d'après moi. On l'a très bien démontré pour la LGV. La LGV, Romain en a parlé rapidement, mais la LGV rectale, on a vu que c'était quand même des populations très particulières qui allaient la faire, souvent qui ont les mêmes pratiques, le lavement avant les rapports qui sont un peu traumatisants, des groupes voilà, qui sont très limités, où il y a des pratiques un peu traumatisantes qui peuvent expliquer qu'il y ait plus de LGV qu'ailleurs. Très bien, merci. Écoute, je regarde le chat, le QR, il n'y a plus de questions. Je crois qu'on va s'arrêter là. Moi, j'aimerais te remercier, Charles, pour la co-modération, pour ton topo qui était super. J'aimerais remercier les autres orateurs également. Je pense qu'on a une séance qui était vraiment très intéressante et aussi on a réussi à la rendre un peu interactive avec les questions et les réponses. C'était vraiment très informatif et très intéressant, je pense. J'aimerais vous rappeler, avant de te donner la parole pour le mot de la fin, j'aimerais rappeler aux auditeurs que notre prochaine séance Infranul, c'est en septembre, et c'est sur les actualités thérapeutiques sur le VIH. On va changer un peu de sujet. Voilà, donc je te laisse, Charles, conclure la session, et je vous remercie à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Gilles, également pour cette co-modération, pour avoir suivi pas à pas tout le déroulé de la gestation de cette session de ce soir. Nous sommes contents d'avoir accueilli au maximum 80 et quelques personnes ce soir sur cette thématique. J'ai beaucoup appris aussi. J'ai beaucoup apprécié la présentation de Didier Equefi sur ces données épidémiologiques que l'on connaît peut-être moins et qui nécessitent, je pense, encore des travaux pour un peu mieux les appréhender, notamment, comme on l'a dit, sur la résistance, puisqu'on n'a pas beaucoup de données sur la résistance, notamment du gonocoque, et peut-être la place que prendra à l'avenir Génitalium également dans les pays du Sud, avec ce risque éventuellement qu'une infection à Génitalium chronique fasse le lit d'une infection VIH.
Et puis, merci également à Romain pour sa présentation, encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, très imagée, très pratique et qui répondait bien aux questions du diagnostic syndromique. Et puis, donc, si vous avez d'autres questions thérapeutiques qui vous brûlent les lèvres qu'on n'a pas pu aborder ce soir, je pense que via les Fiona ou via l'adresse Afravi, on pourra collecter ces questions et vous y répondre. En tout cas, c'était un réel plaisir d'organiser et co-modérer cette session ce soir. Et merci, un grand merci bien évidemment à Fiona, qu'on a oublié peut-être, qui est vraiment la cheville ouvrière de toutes ces réunions, on va dire Afravi au sens large. Et ce soir également, Rachid, qui était à la platine, tel un DJ, avec son casque, pas sur les oreilles, mais sur le front tout à l'heure. C'était assez drôle. Mais là, il a dû le mettre sur le casque, sur les oreilles, parce que Rachid a fait que je pense que c'était hyper bien au niveau technique. Ah ben le voilà. Ah ben il n'a plus rien. Il a un masque sur le menton. Voilà. Donc on voit la régie de Paris, je crois, Afravi, Fiona et Rachid. Donc c'était très sympa entre la Suisse, Paris et Bordeaux d'animer tout cela et même le Togo. Voilà, tout a bien marché. Merci Fiona, merci Rachid. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.